Jessie Calloway avait dépassé la petite fille de 3 pas avant que ses bottes ne s'arrêtent. Elle était assise au milieu de Main Street, en plein dans la poussière du Texas. Les 2 poings serrés sur ses genoux, elle pleurait si fort que tout son petit corps tremblait. 7 ans, la robe déchirée à l'épaule. Personne ne s'arrêtait. Des hommes aux bottes propres la contournaient comme si elle était une pierre sur la route. Les femmes regardaient ailleurs. Jessie fit demi-tour et posa un genou dans la poussière à côté d'elle. « Hé, dit-il doucement, où est ta maman? » La fillette leva son visage, des yeux bruns, dévastés, anciens pour une enfant si petite. « Ils l'ont mise dehors, murmura-t-elle, et ils vont prendre notre maison après. Si cette histoire a remué quelque chose en vous à cet instant, alors vous êtes exactement là où il faut. Abonnez-vous à cette chaîne et suivez l'histoire de Ruby et de sa maman jusqu'à la toute fin, car je vous promets que celle-ci ne se termine pas comme vous le pensez. Mettez le nom de votre ville dans les commentaires. Dites-moi d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Maintenant, retournons à Dusty Creek, au Texas. Durant l'été de 1882, et découvrons ce qu'un homme qui n'a plus rien à perdre peut faire pour 2 personnes qui en ont encore moins. Jesse était à Dusty Creek depuis 11 minutes quand il a trouvé la fillette. Il était arrivé par la route du Nord avec pour seul bien une sacoche de sel, un sac de couchage et ce genre de silence qui s'installe sur un homme quand il est resté seul trop longtemps. Il ne cherchait pas les ennuis. En fait, il ne cherchait rien du tout. Dusty Creek n'était que la prochaine ville sur une route qui ne semblait mener nulle part en particulier, et Jesse avait cessé de lui demander de le faire. Il attacha son cheval, un grand Rowan nommé Soldier, à la barre devant le magasin général et commença à marcher vers ce qui ressemblait à un saloon. Il avait besoin d'eau, d'un repas et peut-être d'un endroit pour dormir qui ne soit pas le ciel ouvert. C'était là toute son ambition en ce mardi matin de juillet. Il passa devant une femme qui se disputait avec un homme en costume devant le bureau du cadastre, devant 2 cowboys appuyés contre un poteau qui ne faisaient rien avec une grande application, et devant un vieil homme qui balayait un porche sans lever les yeux. Les bruits normaux d'une ville, les odeurs normales d'une ville, la poussière, le cheval et la chaleur de l'été qui pesaient d'un ciel qui avait oublié ce que c'était que les nuages. Et puis il passa devant la fillette. Il fit 3 pas de plus avant que quelque chose ne l'arrête. Pas un son, pas une voix, juste le poids si particulier des pleurs d'un enfant qui résonne différemment de tout autre son au monde. Le genre de son qui pénètre la poitrine d'un homme et s'agrippe à quelque chose qu'il ne savait pas encore là. Il fit demi-tour. Elle était assise au milieu de la rue, pas sur la promenade en bois, pas à l'ombre, mais en plein dans la terre où marchaient les chevaux, les poings à plat sur les genoux, et tout son corps secoué par l'effort de pleurer si fort. Des tresses sombres, une robe en calicot déchirée, bleue autrefois mais délavée jusqu'à presque rien, des bottes de 2 tailles trop grandes, probablement l'idée que son père se faisait d'un don. 7 ans, peut-être 8. Petite dans tous les cas. Ce qui frappa Jessie, c'était les hommes et les femmes qui marchaient autour d'elle. Pas un seul ne s'arrêta. Un homme avec un beau chapeau enjamba même ses pieds sans ralentir le pas. Une femme avec un panier au bras baissa les yeux, puis détourna le regard si vite que c'en était presque athlétique. Jessie posa un genou dans la terre en face d'elle. « Hé, dit-il, hé, regarde-moi une seconde. » La fillette leva les yeux, des yeux bruns, rougis par les larmes, et derrière les larmes, autre chose. Quelque chose de plus vieux que ce qu'une enfant de 7 ans avait le droit d'être. « Où est ta maman? » demanda Jessie. « Ils l'ont mise dehors. » La voix de la fillette était plus stable qu'il ne s'y attendait. Comme si elle s'était entraînée à être stable et que les pleurs étaient ce qui arrivait quand elle arrêtait de s'entraîner. Elle est allée à la réunion du conseil municipal pour parler de nos terres, et l'homme de M. Hale a dit au shérif de la mettre à la porte. Qui est M. Hale? Il possède tout. Elle le dit de la manière dont les enfants disent les choses vraies, plat, factuel, sans drame, car pour elle, ce n'était pas dramatique. C'était juste le monde. Il dit qu'il possède nos terres aussi maintenant, mais c'est faux. C'était à papa. Papa nous les a laissées. Où est ton papa? Le visage de la fillette changea juste une seconde, puis redevint stable. Il est mort en mars. Ils ont dit que c'était un accident. Elle regarda Jessie avec ses yeux bruns dévastés.
Ce n'était pas un accident. Jesse soutint son regard. Il avait été marshal des États-Unis pendant 8 ans et un vagabond pendant 3, et il connaissait la différence entre un enfant qui raconte une histoire et un enfant qui dit la vérité. C'était la vérité. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Ruby. Ruby Harlow. » Elle s'essuya le visage avec le dos de sa main, laissant une traînée de poussière. « Et vous? » « Jesse Calloway. » Quelque chose changea sur le visage de la fillette. Pas vraiment de la reconnaissance. Plutôt comme un mot qu'elle avait déjà entendu, dans un contexte qu'elle n'arrivait pas à situer. « Calloway, » dit-elle lentement. « C'est ça. » Ruby le fixa encore un moment, puis elle se leva, épousseta sa robe avec un sens pratique, presque comique, et dit « Vous devriez venir avec moi. Maman va avoir besoin d'aide, et elle ne la demandera pas elle-même. » Jesse regarda cet enfant de 7 ans qui venait de l'organiser sans lui demander sa permission et se releva de la poussière pour la suivre. Plus tard, il repenserait à ce moment, à la facilité avec laquelle cela s'était fait, au peu de choix qu'il avait réellement eu une fois qu'il avait fait demi-tour. Maggie Harlow se tenait à l'autre bout de la promenade en bois, devant le bureau du cadastre. Et si elle avait pleuré, elle avait arrêté. Elle serrait un dossier de papier contre sa poitrine avec ses 2 bras. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux verts étaient fixés sur la porte qui venait de se fermer devant elle. Des cheveux auburn s'échappaient de leurs épingles. Une robe qui avait été reprisée à 3 endroits. La posture d'une femme déterminée à tenir le coup, même si ça devait la tuer. Elle avait 32 ans et on aurait dit qu'elle en avait vécu 40 au cours des 4 derniers mois. Ruby courut vers elle. « Maman, j'ai trouvé quelqu'un. » Maggie baissa les yeux sur sa fille, puis les leva vers Jesse. Son expression passa par plusieurs phases en succession rapide. Le soulagement que Ruby soit en sécurité, la méfiance envers l'étranger, puis quelque chose qui n'était pas tout à fait de la fierté, mais qui s'en approchait, l'expression particulière d'une femme qui avait appris à ne pas avoir besoin d'aide et qui s'apprêtait à le prouver à nouveau. « Merci de vous être occupé d'elle, » dit Maggie. Poli, définitif, le genre de ton qui signifiait que la conversation était terminée. « Elle s'est plutôt bien occupée d'elle-même, » dit Jesse. « Ruby me dit que vous avez eu des problèmes à la réunion du conseil. Ruby parle trop aux étrangers. »« Maman, ce n'est rien. » Maggie posa sa main sur la tête de sa fille. Puis elle regarda à nouveau Jesse, l'évaluant comme les gens évaluent les choses quand ils ont été déçus assez de fois pour cesser de présumer le meilleur. « Je ne vous connais pas, monsieur. » Calloway, Jesse Calloway. Le même changement, plus subtil cette fois, mais Jesse le perçut. Les mains de Maggie se resserrèrent sur le dossier de papier. « D'où venez-vous, monsieur Calloway? » Plus récemment, de nulle part en particulier. Avant ça, d'Abilene. Avant ça, de quelques autres endroits. « Qu'est-ce qui vous amène à Dusty Creek? » Rien de spécifique. La route passe par ici. Jesse regarda la porte du bureau du cadastre. « Vous voulez me dire ce qui s'est passé là-dedans? »« Non, » dit Maggie. « Je ne veux pas. » Elle baissa les yeux sur Ruby. « Viens, ma chérie, rentrons à la maison. » Maman, Ruby attrapa la main de sa mère, puis avec l'absence totale de sophistication sociale qui est l'un des grands dons des enfants de 7 ans, elle dit « Il s'appelle Calloway. » Comme ce que papa a écrit. Jesse devint très immobile. Maggie devint très immobile. Pendant un instant, aucun d'eux ne dit rien. Le bruit de la rue continuait autour d'eux. Un cheval frappa du sabot. Quelque part, une porte claqua. Le monde ne savait pas qu'il était censé s'arrêter. « Comme ce que ton papa a écrit, » dit Jesse prudemment. « Qu'est-ce que ton papa a écrit, Ruby? » Ruby regarda sa mère. Le visage de Maggie avait traversé une phase que Jesse ne pouvait pas lire. Sa mâchoire était crispée et ses yeux s'efforçaient de la maintenir entière. « Ruby, » dit Maggie, « va chercher un seau d'eau à l'abreuvoir pour Soldier. » Elle regarda Jesse. « C'est votre Rouen, je suppose. Il a l'air d'avoir beaucoup galopé. »« C'est le cas, » dit Jesse. Ruby partit. Maggie la regarda s'éloigner. Puis elle se tourna vers Jesse et sa voix baissa à un registre qui signifiait que la fillette ne devait pas l'entendre. « Mon mari a écrit une lettre 6 semaines avant de mourir, » dit Maggie. « Il m'a dit qu'il écrivait à un vieil ami, un homme avec qui il avait chevauché il y a longtemps, un homme en qui il avait confiance. » Elle serra le dossier plus fort. « Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais trouver un moyen de faire parvenir cette lettre à cet homme.
Il a dit que cet homme saurait quoi faire. Elle fit une pause. Il a dit que son nom était Jesse Calloway. La chaleur du Texas était la même. La poussière était la même. Tout était exactement comme avant. Mais Jesse sentit le sol bouger sous lui comme cela lui était arrivé à quelques occasions très spécifiques dans sa vie. Le genre de changement qui lui disait que rien ne serait plus pareil après ce moment. « Comment s'appelait votre mari ?» demanda Jesse, même s'il savait déjà qu'il allait entendre quelque chose qui lui coûterait cher. « Daniel Harlow. » Jesse ferma les yeux puis les rouvrit. « Quand est-il mort? » « Le 14 mars, ils l'ont trouvé au fond du ravin, du côté sud de notre propriété. Ils ont dit que son cheval l'avait désarçonné. » La voix de Maggie resta stable, mais les jointures de ses doigts sur le dossier étaient devenues blanches. Daniel montait à cheval depuis l'âge de 4 ans. Il ne se faisait pas désarçonner. Jesse regarda la porte du bureau du cadastre, puis de nouveau Maggie. La lettre m'est-elle parvenue? Non, le menton de Maggie se releva. Je ne savais pas comment vous trouver. Je ne savais même pas si vous étiez réel ou si Daniel parlait juste de vous comme les hommes parlent du passé. Quelqu'un qu'ils ont connu autrefois et qui est devenu plus une légende qu'une personne. Elle étudia son visage. Vous êtes réel. Je le suis. Alors pourquoi ne vous a-t-il pas trouvé lui-même? Pourquoi écrire une lettre? Quelque chose se fissura au bord de sa voix juste une seconde. Pourquoi en savait-il assez pour écrire une lettre 6 semaines avant de mourir? Jessie comprit ce qu'elle demandait. Elle ne posait pas de questions sur la logistique de la livraison d'une lettre. Elle demandait si son mari avait su qu'il allait mourir, s'il l'avait vu venir et ne le lui avait pas dit. Parce que Daniel était toujours plus malin que la situation dans laquelle il se trouvait, dit Jessie doucement, et parce qu'il aurait voulu vous protéger de le savoir. Maggie le regarda longuement. La rue continuait autour d'eux. Finalement, elle dit « Comment le connaissiez-vous? » Nous avons chevauché ensemble pendant 2 ans. Le service des Marshalls, basé à Abilene. C'était le meilleur homme que j'ai connu. Jessie fit une pause. J'ai quitté le service il y a 3 ans. J'ai perdu de vue beaucoup de gens. Je ne savais pas qu'il était devenu au Texas. Il voulait avoir un ranch. Il voulait des terres, de l'espace et une vie qui lui appartiennent. Sa voix s'adoucit sur la dernière phrase, malgré elle. Il a construit quelque chose de réel ici, M. Calloway. 400 acres avec des droits sur l'eau, de la bonne herbe, une maison qu'il a construite de ses propres mains. Elle regarda de nouveau la porte du bureau du cadastre et cette fois, ce qu'il y avait dans ses yeux n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus froid et de plus durable. Et maintenant, Burton Hale essaie de nous l'apprendre. Pour quel motif? Il prétend que Daniel a emprunté de l'argent en hypothéquant la propriété avant de mourir. Il prétend qu'il y a un privilège sur l'acte de propriété. Son avocat s'est présenté 3 semaines après les funérailles avec des documents. Sa mâchoire était crispée. Je sais pertinemment que Daniel n'a jamais emprunté un centime à Burton Hale. Il ne l'aurait pas fait. Il savait ce qu'était Hale. Qu'est-ce qu'il est? Le genre d'homme qui achète les juges. Maggie le dit simplement. Le genre d'homme qui invite le shérif à dîner le dimanche. Le genre d'homme qui ne vole pas avec un pistolet. Il vole avec de la paperasse et de la patience. Elle brandit le dossier. J'ai l'acte de propriété original de Daniel. J'ai ses registres financiers. J'essaie d'obtenir une audience devant un vrai juge depuis 6 semaines et chaque fois que j'y parviens presque, quelque chose se passe. Un retard, un nouveau dossier, une procédure qui demande plus de temps. Elle regarda Jessie. Aujourd'hui, ils ne m'ont même pas laissé parler. Je me suis levé à cette réunion du conseil et j'ai demandé 5 minutes pour présenter les registres de Daniel et le shérif Tate m'a escorté hors du bâtiment sous les yeux de la moitié de la ville. Avec Ruby qui regardait depuis la rue. Le visage de Maggie fit quelque chose de compliqué, d'humain et de brièvement vulnérable avant de redevenir stable. Elle n'était pas censée me suivre. Je lui avais dit de rester à la maison. Elle ne l'a pas fait. Non, elle ne le fait jamais. Quelque chose traversa le visage de Maggie qui n'était ni un sourire ni du chagrin. C'est la fille de Daniel, tout craché. Jessie leva les yeux vers la rue, où Ruby remplissait soigneusement un seau à l'abreuvoir, parlant à Soldier comme si le rouan était une personne ayant besoin d'une mise à jour sur les événements récents. Le cheval écoutait avec les 2 oreilles en avant, ce qui en disait long sur la qualité de la conversation de Ruby. Jessie se tourna de nouveau vers Maggie. « Vous avez dit que Daniel avait écrit une lettre pour moi.
Qu'y avait-il dedans? Maggie resta silencieuse un moment. Puis elle dit, « Il a écrit que vous étiez le seul homme de loi honnête qu'il ait jamais connu. Il a écrit que s'il lui arrivait quelque chose, il y aurait des documents que vous devriez voir. Des preuves qu'il avait rassemblées sur les opérations de Hale, sur la façon dont il avait pris les terres d'autres personnes avant les nôtres. » Elle regarda Jessie fixement. « Il a écrit que vous sauriez à qui les apporter et comment faire en sorte que ça tienne. Où sont ces documents? Cachés. Je sais où ils sont. » Elle fit une pause. « Je n'allais les montrer à personne tant que je ne saurais pas à qui faire confiance. » « Malin, » dit Jessie. « Daniel m'a appris à être prudente. » Sa voix devint douce en prononçant son nom. « Il m'a appris beaucoup de choses. » Elle étudia le visage de Jessie avec le même regard prudent et mesuré que Ruby avait utilisé, et Jessie comprit où la fillette l'avait appris. Il vous faisait confiance. Ce n'est pas rien. Daniel n'accordait pas sa confiance facilement. Non, acquiesça Jessie. Il ne le faisait pas. Du bout de la rue, Ruby cria « Monsieur Jesse, Soldier dit merci. » Jessie regarda dans cette direction. Soldier avait le nez dans le seau et Ruby lui tapotait le cou avec l'autorité de quelqu'un qui s'était fait un nouvel ami et avait l'intention de le garder. Jessie se tourna de nouveau vers Maggie. Sa mâchoire était de nouveau crispée. La brève douceur avait disparu. « Je n'ai pas besoin d'être secourue, dit-elle. Je veux être clair à ce sujet avant que cela n'aille plus loin. Je ne cherche pas un homme pour résoudre ça à ma place. Je cherche quelqu'un qui connaissait la loi et qui sait comment s'en servir. » « C'est juste, » dit Jessie, « et je prends mes propres décisions. Sur mes terres, sur ma fille, sur tout. » Elle soutint son regard. « Si vous avez un problème avec ça, alors vous devriez remonter sur votre cheval et continuer votre route. » « Je n'ai aucun problème avec ça. La plupart des hommes disent ça, » dit Maggie. « Très peu le pensent. »« La plupart des hommes ne vous ont pas encore rencontré, » dit Jessie. « Je suppose que vous avez une façon de rendre les choses sérieuses, qu'un homme le veuille ou non. » Maggie le regarda. Quelque chose changea. Pas de la douceur, plutôt comme une porte qui s'entr'ouvre d'1 centimètre pour vérifier le temps avant de décider de s'ouvrir davantage. « Vous allez rester à Dusty Creek. » Ce n'était pas une question. Jessie ne savait pas si c'était une permission, un avertissement ou les deux. « Je vais rester à Dusty Creek, » confirma-t-il. « Il y a une pension de famille sur la 2e rue. C'est Clara Briggs qui la tient. Elle est honnête et elle sait tenir sa langue. » Maggie regarda une dernière fois le bureau du cadastre. Puis elle regarda Jessie. « Venez à la maison demain matin, 6 heures. Ruby vous montrera ce que Daniel a laissé. » Elle prononça le nom de Ruby comme si c'était quelque chose de solide auquel elle pouvait se raccrocher. « Je veux d'abord lire cette lettre, celle qu'il vous a écrite. Je veux savoir tout ce que mon mari essayait de faire. »« Vous méritez de le savoir, » dit Jessie. Maggie s'arrêta, se retourna. « Pourquoi avez-vous fait demi-tour? » demanda-t-elle. « Pour Ruby, vous auriez pu continuer à marcher comme tout le monde. » Jessie y réfléchit. Au son d'un enfant pleurant dans la poussière pendant que toute une ville la contournait comme si elle était une nuisance. Au poids spécifique de cela et à ce que cela disait d'un lieu et de ses habitants. « Parce que personne d'autre ne l'a fait, » dit-il. Maggie soutint son regard un instant de trop. Puis elle se tourna et se dirigea vers Ruby, appelant le nom de sa fille d'une voix chaleureuse comme rien d'autre chez elle ne l'avait été. Ruby abandonna Soldier sans culpabilité et courut vers sa mère. Maggie l'attrapa et la serra dans ses bras, les yeux fermés juste un instant, comme si elle se rappelait pourquoi elle se battait. Jessie resta au milieu de la rue principale de Dusty Creek et les regarda s'éloigner. Ce soir-là, Clara Briggs donna à Jessie une chambre propre au-dessus de la pension et un bol de ragoût de bœuf qui était la meilleure chose qu'il ait mangé en 6 semaines. C'était une petite femme d'environ 60 ans, avec des cheveux blancs, des yeux vifs et les manières efficaces de quelqu'un qui dirigeait une entreprise seule depuis assez longtemps pour ne pas gaspiller ses mots. « Vous êtes nouveau, » dit-elle en posant le bol. « Je viens d'arriver. »« Je sais, toute la ville le sait. » Elle s'assit en face de lui. Les petites villes remarquent les choses, surtout quand un étranger s'arrête pour parler à Maggie Harlow. Elle l'observa. « Vous la connaissez? »« Je connaissais son mari, il y a longtemps. » Clara resta silencieuse. Puis, Daniel Harlow était un homme bon,
l'un des meilleurs que cette ville ait connu. Elle croisa les mains sur la table. Ce qui lui est arrivé n'était pas un accident. Non, dit Jesse, je ne pense pas. Burton Hale veut cette terre si fort qu'il peut la goûter. La voix de Clara resta égale, mais quelque chose de dur la traversa. Il acquiert des propriétés dans ce territoire depuis 10 ans. Il attend que les gens cèdent. Il les use. Maggie ne se laissera pas user, et cela la rend dangereuse pour lui. Elle le sait. Elle sait tout. Cette femme lit une situation comme Daniel lisait une piste. Clara se leva. Je vais vous dire ce que j'ai dit aux 2 derniers hommes qui sont passés ici en posant des questions sur Daniel Harlow. Soyez prudents. Hale a le shérif Tate et 2 adjoints dans sa poche, et un avocat à Amarillo qui peut déposer une motion plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. Si vous comptez aider Maggie, vous feriez mieux de prévoir de rester assez longtemps pour finir le travail. C'est mon intention, dit Jesse. Clara l'étudia. Daniel a écrit sur vous une fois. Il m'a montré une lettre qu'il avait reçue des années auparavant d'un marshal à Abilene. Il disait que Jesse Calloway était le genre d'homme qui se mettait dans le pétrin pour les bonnes raisons et qui avait le mauvais sens de ne pas partir avant que ce ne soit terminé. Elle se dirigea vers la porte. J'espère que c'est toujours vrai. Jesse baissa les yeux sur son ragoût. Daniel a dit ça, vraiment? Elle s'arrêta à la porte. Il a aussi dit que vous aviez l'habitude d'être en retard. Elle se tourna. Essayez de ne pas être en retard pour celle-ci. Après son départ, Jesse resta seul dans la pièce pendant un long moment. Il pensa à Daniel Harlow, qui avait chevauché à ses côtés pendant 2 étés de poussière, de danger et de longues nuits, et qui n'avait jamais été autre chose que ce qu'il disait être. Un homme honnête dans une profession qui ne récompensait pas toujours l'honnêteté. Il pensa à Ruby, assise dans la poussière au milieu de la rue pendant que toute une ville la contournait. Il pensa aux mains de Maggie, crispées sur ce dossier de papier, à la façon dont sa voix devenait douce quand elle disait le nom de Daniel, et à l'expression sur son visage quand elle avait tenu Ruby devant le bureau du cadastre, cette fraction de seconde où toute la dureté s'était envolée. Et elle n'était plus qu'une femme tenant son enfant et essayant de ne pas s'effondrer. Il pensa à une lettre qui ne lui était jamais parvenue. 6 semaines avant la mort de Daniel, son ancien partenaire avait écrit son nom sur une enveloppe et demandé à quelqu'un de le trouver. La lettre n'était jamais arrivée, Daniel était mort quand même, et le cheval ne l'avait pas désarçonné. Jesse ouvrit sa sacoche de sel et en sortit la seule photographie qu'il transportait. Daniel Harlow a 28 ans, souriant à l'appareil photo, son chapeau repoussé en arrière et son insigne brillant au soleil, l'air d'un homme qui s'attendait à ce que le monde soit juste parce qu'il avait l'intention de le rendre ainsi. Jesse posa la photographie sur la table et la regarda. « Je suis là, dit-il doucement. Je sais que je suis en retard, mais je suis là. » Mais dehors, Dusty Creek s'installait dans le silence particulier d'une petite ville du Texas la nuit. Quelque part, un chien aboya. Une lampe s'éteignit de l'autre côté de la rue. La chaleur de l'été recouvrait tout comme un second ciel. Demain à 6 heures, Jesse Calloway allait se rendre à une maison à la lisière de Dusty Creek. Une femme qui n'accordait pas facilement sa confiance allait lui montrer des preuves qui pourraient envoyer Burton Hale en prison ou les faire tous tuer. Et une petite fille aux yeux bruns et aux 2 grandes bottes allait se tenir au milieu de tout ce qui allait suivre, avec le genre de courage tranquille qui force les hommes à devenir meilleurs, presque par honte. Jesse rangea la photographie. Il s'allongea sur le lit propre de la pension de Clara Briggs, fixant le plafond dans l'obscurité. Il avait fui trop de choses au cours des 3 dernières années. La loi, les gens qui avaient besoin de lui, la version de lui-même en laquelle Daniel Harlow avait cru. Il s'était dit qu'il en avait fini, qu'il avait épuisé tout le bien qu'il avait dans lui et qu'il était temps d'arrêter de faire semblant. Mais une petite fille avait pleuré seule dans la poussière de Main Street pendant que toute une ville la contournait. Et Jesse Calloway s'était arrêté. Et il commençait à comprendre que c'était le seul choix qui ait jamais vraiment compté. Il ferma les yeux. 6 heures. Il serait là. Jesse arriva à la propriété des Harlow à 5h55. Il avait appris ça de Daniel aussi. Si un homme disait 6 heures, on arrivait avant 6 heures. La ponctualité était une forme de respect. Et le respect était la seule monnaie qui avait encore de la valeur quand tout le reste avait été dépensé. La maison se trouvait au bout d'un chemin de terre bordé de poteaux de clôture que Daniel avait clairement installé lui-même, droit et solide,
Le genre de travail qui disait que l'homme qui l'avait fait avait l'intention de rester là longtemps. La maison était modeste. 2 étages, une charpente en bois, un porche avec 2 chaises et une petite table entre elles. Une grange à gauche, bien entretenue. Un potager à droite montrant déjà la croissance de l'été. Tout parlait de quelqu'un qui travaillait dur, planifiait à l'avance et se souciait de ce qu'il construisait. Jesse attacha Soldier au poteau et se dirigea vers le porch. La porte s'ouvrit avant qu'il n'atteigne les marches. Maggie Harlow se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une simple robe grise, les cheveux relevés, tenant une tasse de café à 2 mains, comme si c'était la seule chose chaude au monde. Elle le regarda, puis le ciel, puis de nouveau lui. « Vous êtes en avance, dit-elle. Une habitude, dit Jesse. Elle l'étudia un moment, puis recula. Entrez. La cuisine sentait le café, les biscuits et l'odeur chaude particulière d'une maison véritablement habitée. Ruby était assise à la table de la cuisine avec un bol de flocons d'avoine qu'elle mangeait avec une grande concentration. Ses tresses sombres étaient refaites proprement depuis la veille. Elle leva les yeux quand Jesse entra et son visage esquissa quelque chose qui était presque un sourire, mais qui vérifiait d'abord si c'était permis. « Vous êtes revenu, » dit Ruby. « Je vous ai dit que je le ferais, » dit Jesse. « Les gens disent des choses, » dit Ruby. Elle le dit exactement comme sa mère l'aurait dit, et Maggie, qui versait une 2e tasse de café, ne se retourna pas, mais la ligne de ses épaules bougea légèrement. Jesse s'assit à table en face de Ruby. Maggie posa le café devant lui sans lui demander s'il en voulait. Il le prit. « J'ai lu la lettre hier soir, » dit Maggie. Elle s'assit au bout de la table, entre eux. Ses mains entouraient sa tasse et elle regardait Jesse avec le regard stable et mesuré qu'il commençait à comprendre être sa façon de voir les choses. Daniel l'a écrite en février, 6 semaines avant de mourir, comme je vous l'ai dit. Elle fit une pause. Il avait écrit que Burton Hale lui mettait la pression pour vendre depuis 2 ans. Ça a commencé par des offres, puis des offres dérisoires, puis il a commencé ce que Daniel appelait du harcèlement légal. Des questions sur son acte de propriété, sur ses droits sur l'eau, sur la concession de terre originale. Elle but une gorgée de café. Daniel savait ce qui allait arriver. Il a écrit que Hale avait fait ça à 3 autres familles dans le territoire et qu'il rassemblait des preuves depuis 8 mois, documentant tout. « Où sont les preuves ?» demanda Jesse. Maggie regarda Ruby. Quelque chose passa entre elles, la communication sans mots d'une mère et d'une fille qui avaient traversé assez d'épreuves ensemble pour développer leur propre langage. Ruby posa sa cuillère, glissa de sa chaise et se dirigea vers le fond de la cuisine. Elle attrapa sur l'étagère au-dessus des denrées sèches une boîte à farine. Elle la porta à la table et la posa devant sa mère. Maggie l'ouvrit. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait un paquet de papiers. Elle le déplia lentement, posant les papiers sur la table un par un. Jesse se pencha en avant. Le premier document était un registre manuscrit, l'écriture précise de Daniel remplissant les 2 côtés de 6 pages. Des noms, des dates, des montants. 3 familles listées par leur nom, les Garrett, les Peterson, la veuve Winslow, chacune avec une chronologie montrant comment Hale avait acquis leur propriété. Toutes les 3 montrèrent le même schéma. Pression, contestation légale des actes de propriété existantes, un privilège apparaissant de nulle part, signé par un juge d'Amarillo nommé Calvin Reeves. « Le même juge ?» dit Jesse. « À chaque fois. »« À chaque fois », confirma Maggie. Daniel a écrit au Bureau fédéral des terres à Austin il y a 8 mois. Il a envoyé des copies de ce qu'il avait trouvé. Il n'a jamais eu de réponse. Elle posa sa tasse. « C'est pour ça qu'il vous écrivait. Il pensait que la lettre à Austin avait été interceptée. Il pensait que s'il envoyait quelque chose d'officiel, Hale le saurait et ça disparaîtrait. Il voulait passer par des canaux non officiels. » Jesse se tourna vers le document suivant. Une lettre officielle d'un cabinet d'avocats d'Amarillo adressée à Daniel Harlow, l'informant qu'un privilège avait été placé sur sa propriété en raison d'une dette impayée de 2000 $, signé par le juge Calvin Reeves, notarié, daté de 3 semaines avant la mort de Daniel. « Cette dette n'existe pas, » dit Jesse. « Non, » dit Maggie. « Elle n'existe pas. J'ai tous les registres financiers que Daniel a tenus depuis le jour où nous sommes arrivés au Texas. Il n'a rien emprunté. Il a payé cette terre comptant. Il a payé le bois comptant, au Samaritain. Il a payé chaque clou de cette maison comptant.
Sa voix resta égale, mais quelque chose en dessous n'était pas égal du tout. 2 000 $ sont apparus sur papier et mon mari a fini au fond d'un ravin. Jesse regarda les documents, regarda Maggie. Il savait qu'ils allaient venir le chercher. Oui, et il n'est pas parti. La mâchoire de Maggie se crispa. J'ai appris plus tard qu'on lui avait offert une dernière chance de vendre, 3 semaines avant sa mort. Il a refusé. Il m'a dit qu'il y avait eu une réunion avec l'homme de Hale, un avocat nommé Gerald Foss, mais il a dit que ce n'était rien d'inquiétant. Elle regarda sa tasse de café. Il ne voulait pas que je m'inquiète. Elle posa la tasse avec précaution. J'aurais dû m'inquiéter. Ruby était revenue à sa chaise et était assise, les mains jointes sur ses genoux, observant sa mère avec ses yeux anciens et bruns. Jesse dit, « Est-ce que Hale sait que Daniel tenait des registres? » « Je ne sais pas ce qu'il sait. J'ai été prudente. Je n'ai parlé de ces papiers à personne en ville. » Maggie le regarda directement. « Vous êtes la première personne en dehors de cette maison à les voir. Vous et Ruby. Vous les avez montrés à Ruby. Elle a 8 ans, Monsieur Calloway. Elle sait ce qui se passe. Elle le savait avant que je ne le lui dise. Je n'insulterai pas l'intelligence de ma fille en prétendant que le monde est plus simple qu'il ne l'est. » Maggie fit une pause. Daniel lui a appris que l'honnêteté sur les choses difficiles était plus gentille que des mensonges confortables. Il avait raison. Jesse regarda Ruby. Ruby le regarda en retour. « Votre papa avait l'air d'être un bon professeur, » dit Jesse. « C'était le meilleur, » dit Ruby. Aucune hésitation, aucun drame enfantin, juste la vérité. Jesse rassembla soigneusement les documents et les empila. « Je dois les apporter à un marshal fédéral, pas le plus proche. Le plus proche est peut-être déjà compromis si Hale est aussi connecté que vous le dites. Il y a un bureau de district fédéral à Fort Worth, le juge Edmund Cross. Il est honnête. J'ai travaillé sous ses ordres pendant 3 ans. » « Combien de temps cela prendrait-il? » demanda Maggie. « 2 jours de route à l'aller, peut-être 3 si le temps se gâte. » « Et pendant votre absence? » Sa voix était plate. Ce n'était pas une question. Jesse la regarda. « Hale n'agit pas vite. Il agit prudemment. Il a construit tout ça sur de la paperasse et de la patience. Il ne fera pas de mouvement agressif tant qu'il y aura une chance que ça se retourne contre lui. » Il fit une pause. Mais ça, c'est en supposant qu'il ne connaisse pas l'existence de ces documents. Maggie resta silencieuse. « Est-ce que quelqu'un est au courant? » demanda Jesse. « Une personne, » dit Maggie, et la façon dont elle le dit indiqua à Jesse que quelque chose qu'il n'allait pas aimer arrivait. « Qui? » Les mains de Maggie se resserrèrent autour de sa tasse. « Mon voisin, Tom Aldridge. Lui et Daniel étaient amis. Tom était là la nuit où Daniel a caché les papiers. Il a aidé. » Elle s'arrêta. J'ai essayé de ne pas penser à quel point Tom a changé depuis la mort de Daniel. Autant qu'il passe au Silverhorn, qui est le saloon de Hale, au fait qu'il a cessé de venir prendre de nos nouvelles il y a environ 1 mois. Elle regarda Jesse avec des yeux qui avaient fait beaucoup de calculs silencieux. Je n'en suis pas certaine. Je ne veux pas me tromper sur quelqu'un que Daniel aimait. Mais vous pourriez ne pas vous tromper, dit Jesse. Je pourrais ne pas me tromper. Jesse se renversa en arrière. La cuisine était silencieuse, à l'exception du bruit de la cuillère de Ruby raclant le fond de son bol d'avoine. Dehors, Soldier déplaça son poids contre le poteau. « J'aurais besoin de copies de ces documents avant de partir pour Fort Worth, » dit Jesse. « Avez-vous? »« Je les ai déjà faites. » Maggie attrapa sous les papiers sur la table un 2e paquet de toile cirée, plus fin que le premier. « J'ai fait des copies 3 jours après la mort de Daniel. J'ai donné les originaux à Clara Briggs pour qu'elle les garde en sécurité. Celles-ci sont les copies. » Elle fit glisser le paquet vers lui. « Je ne suis pas sans défense, Monsieur Calloway. Je veux être sûr que vous le comprenez. »« Je le comprends, » dit Jesse. « Je me bats seul contre ça depuis 4 mois. J'ai déposé des plaintes au tribunal du comté. J'ai écrit à Austin. Je me suis présenté à toutes les réunions du conseil où on me laissait entrer, c'est-à-dire la plupart, jusqu'à hier. » Sa voix resta contrôlée, mais l'effort était visible. « Je ne vous demande pas de faire ça pour moi. Je vous demande de le faire avec moi. Il y a une différence. »« Oui, madame, » dit Jesse. « Il y en a une. » Maggie le regarda. La porte s'était ouverte d'un autre centimètre. Il pouvait le sentir. Elle le mesurait de la même manière que Ruby l'avait mesuré dans la rue, non pas avec espoir,
car l'espoir était quelque chose que l'on dépensait avec parcimonie quand on avait été assez déçu, mais avec quelque chose de plus précis que l'espoir, avec une évaluation. Pourquoi êtes-vous prête à faire ça? Demanda-t-elle. Vous ne me connaissez pas. Vous avez connu Daniel il y a des années. Vous n'avez aucune obligation ici. Jessie pensa à la photographie de Daniel, à une lettre qui n'était jamais arrivée, à un homme qui avait chevauché à ses côtés pendant 2 ans et lui avait fait assez confiance pour écrire son nom sur une enveloppe quand les choses devenaient dangereuses. Daniel l'aurait fait pour moi, dit-il. Maggie soutint son regard. Quelque chose de compliqué, d'humain et de bref traversa son expression. Oui, dit-elle doucement, il l'aurait fait. Ils restèrent avec ça un moment. Ruby se leva, apporta son bol à l'évier et le lava elle-même sans qu'on le lui demande, ce qui en disait long à Jessie sur la façon dont cette maison était tenue. Puis des bottes frappèrent les marches du porche à l'extérieur. 3 paires, fortes, rapides, ne faisant aucun effort pour être polies. Maggie était sur pied avant même que l'on frappe. Jessie était déjà à la porte. Il l'ouvrit. Le shérif Dale Tate se tenait sur le porche avec 2 adjoints à ses côtés. Tate était un homme grand qui commençait à s'empâter, avec un insigne qui captait la lumière du matin et des yeux qui ne le faisaient pas. L'un des adjoints était jeune, peut-être 22 ans, avec l'air d'un homme faisant quelque chose auquel il n'avait pas réfléchi. L'autre était plus âgé, plus dur, et avait la main près de son arme d'une manière qui se voulait remarquer. « Madame Harlow, dit Tate, il regardait Jessie. Qui êtes-vous? » « Jessie Calloway, un ami de la famille. » Tate encaissa l'information lentement. « Vous êtes nouveau en ville? »« Depuis hier. » Un timing intéressant. Tate regarda par-dessus Jessie dans la cuisine. « Madame Harlow, je dois vous parler de votre apparition à la réunion du conseil hier. Il y a une question de perturbation. »« J'ai demandé à parler pendant 5 minutes, dit Maggie de derrière Jessie. On m'a fait sortir avant que j'ouvre la bouche. Si c'est une perturbation, la barre a été placée bien bas. On vous a demandé de partir et vous avez refusé. On m'a demandé de partir avant même de me donner l'occasion de présenter mon cas. Ce n'est pas une expulsion légale, shérif, c'est du harcèlement. » Tate sourit. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Madame Harlow, je comprends que vous traversez une période difficile, perdre Daniel comme vous l'avez fait. Mais cette situation de propriété est une affaire légale et elle doit être traitée par les voies légales appropriées. »« Je suis tout à fait d'accord, dit Maggie. C'est pourquoi j'essaie de déposer une plainte auprès du tribunal du comté depuis 6 semaines et mes dossiers sont constamment retardés. Ces choses prennent du temps. Elles prennent exactement le temps que quelqu'un veut qu'elles prennent, dit Maggie, et quelqu'un veut constamment qu'elles prennent plus de temps. » Le sourire de Tate s'amincit. Il regarda Jessie. « Monsieur Calloway, vous prévoyez de rester longtemps à Dusty Creek? »« Un certain temps, dit Jessie. »« Quelle est votre affaire ici? »« Je rends visite, dit Jessie. »« Est-ce illégal à Dusty Creek? »« Non, dit Tate lentement. Mais nous sommes une ville paisible. Nous aimons que ça reste ainsi. »« Moi aussi, dit Jessie. Je trouve que la paix se maintient mieux quand la loi s'applique à tout le monde de manière égale. » Les 2 hommes se regardèrent. Le jeune adjoint déplaça son poids. La main de l'aîné se rapprocha d'une fraction de son arme. Jessie ne la regarda pas. Il garda les yeux sur le visage de Tate. « Madame Harlow, dit Tate, détournant son regard de Jessie. Monsieur Hale m'a demandé de vous transmettre qu'il est toujours prêt à faire une offre équitable sur cette propriété. Plus qu'équitable. Étant donné la situation du privilège, vous repartiriez avec assez pour recommencer à 0 ailleurs. » « Je ne recommence pas à 0, dit Maggie. C'est ma maison. Mon mari a construit cette maison. Ma fille est née dans ce comté. Je ne vais pas y renoncer parce que Burton Hale a décidé qu'il la voulait. Le privilège est une réalité légale, madame. Le privilège est une fabrication, dit Maggie. Sa voix était toujours contrôlée, mais elle avait maintenant un tranchant, comme une lame qu'on tire lentement. Et quand je le prouverai, ce que je ferai, la question ne sera pas de savoir si je garde cette propriété. La question sera de savoir ce qui arrivera aux personnes qui ont créé un faux document légal et l'ont déposé auprès d'un juge fédéral. Elle fit une pause. Et aux personnes qui les ont aidés. Le visage de Tate changea, juste un scintillement. L'homme mou sous l'insigne se montra une seconde avant que l'insigne ne le recouvre à nouveau. Je dirai à M. Hale que son offre ne vous intéresse pas.
Vous pouvez dire à Monsieur L que je le verrai dans un tribunal fédéral, dit Maggie. Tate regarda Jesse une dernière fois. Le regard disait plusieurs choses, aucune d'elles amicale. Puis il se tourna et quitta le Porsche, les deux adjoints le suivant. Jesse les regarda partir, attendit que le bruit des chevaux s'estompe sur la route. Puis il ferma la porte et se retourna. Ruby se tenait dans l'embrasure de la cuisine. Elle avait entendu chaque mot. « Est-ce qu'il va le dire à Monsieur Hale ?» demanda Ruby. « Avant même d'arriver au bout de la route, » dit Jesse. « Alors nous n'avons pas beaucoup de temps, » dit Ruby. Encore une fois, exactement comme sa mère l'aurait dit. Maggie se tenait au milieu de la cuisine, les bras croisés, les yeux brillants de quelque chose qui n'était ni tout à fait de la colère, ni tout à fait de la peur, mais qui occupait l'espace entre les deux. « Il va agir plus vite maintenant, » dit-elle. « Il sait que vous êtes là. Il ne sait pas encore qui vous êtes, mais il le découvrira. »« Il le fera, » acquiesça Jesse. « Alors, que faisons-nous? » Jesse regarda le paquet de toiles cirées sur la table, les 4 mois de preuves minutieuses que Daniel Harlow avait rassemblées avant que quelqu'un ne le mette au fond d'un ravin, la femme qui avait porté tout cela seule pendant que toute une ville la contournait comme si elle était une pierre sur la route. « Je pars pour Fort Worth aujourd'hui, » dit Jesse. « J'apporte les copies au juge Cross. Et pendant mon absence, vous prenez les originaux chez Clara Briggs et vous les déplacez. Mettez-les quelque part où les hommes de Hale ne penseront pas à chercher. »« Où? » Jesse regarda Ruby. Maggie suivit son regard, puis se tourna de nouveau vers Jesse. « Non, dit-elle, c'est la dernière personne que l'on regarderait. Elle a 8 ans. »« Elle est aussi, dit Jesse prudemment, la personne la plus intelligente dans cette pièce, et elle le sait, et vous le savez. Et la seule personne qui protégera ces documents mieux que vous est quelqu'un que personne ne surveille. » Il regarda Maggie fixement. « Je ne vous demande pas de la mettre en danger. Je vous demande de lui faire confiance comme Daniel lui a appris à se faire confiance. » Maggie resta silencieuse un long moment. La cuisine retint son souffle. Ruby se dirigea vers la table, prit le paquet de copies et le tendit à Jesse. « Allez à Fort Worth, dit-elle. Je garderai les originaux en sécurité. Papa m'a appris 3 cachettes que personne d'autre ne connaît. » Elle regarda sa mère. « Il me les a fait mémoriser. Je pensais que c'était un jeu. » Ce n'était pas un jeu, n'est-ce pas? Maggie traversa la cuisine en 3 pas, attira sa fille dans ses bras et la serra, les yeux fermés et la mâchoire crispée. Ruby s'agrippa à elle. Aucune d'elles ne fit de bruit. Jesse prit son chapeau sur la table, glissa le paquet de toiles cirées dans son manteau, les regarda toutes les deux. La femme qui s'était battue seule pendant 4 mois et la fille qui s'était battue à ses côtés, et sentit la présence de Daniel Harlow dans la pièce aussi clairement que si l'homme se tenait à côté de lui. Il avait été en retard. Il le savait. Il avait été en retard de 3 ans, 4 mois et 14 jours, mais il était là maintenant et il n'allait pas s'en aller. « Je serai de retour dans 4 jours, dit-il, 5 au plus. » Maggie se recula de Ruby et regarda Jesse par-dessus la tête de sa fille. Ses yeux étaient secs, sa voix était stable. « Revenez avec quelque chose de réel, dit-elle. Pas des promesses, des preuves sur lesquelles un juge fédéral peut agir. »« Oui, madame, dit Jesse. » Ruby le regarda depuis le cercle des bras de sa mère. « Vous avez dit que les gens disent des choses, lui dit Jesse, se souvenant de ses paroles de ce matin dans la cuisine. Mais moi, je tiens mes promesses. Demandez à votre maman si elle veut parier là-dessus. » Ruby leva les yeux vers Maggie. Maggie regarda Jesse. « Ne me faites pas regretter ça, dit Maggie. » Jesse mit son chapeau, se dirigea vers la porte, s'arrêta la main sur le cadre et regarda une dernière fois la maison que Daniel Harlow avait construite de ses propres mains. La femme qui la maintenait debout, la fille qui se tenait déjà plus droite que quiconque, avait le droit de le lui demander. Puis il se dirigea vers Soldier, se hissa en selle et partit vers le sud, en direction de Fort Worth, avec les preuves d'un homme mort contre sa poitrine et une promesse qu'il avait l'intention de tenir chevauchant dans ses os. Jesse chevaucha durement pendant 2 jours, ne dormit pas assez et pensa à Maggie Harlow, plus que ce qui était strictement utile pour un homme essayant de couvrir du terrain. Il pensa à la façon dont elle avait dit le nom de Daniel, doucement, prudemment, comme si elle manipulait quelque chose qui pouvait se briser si elle ne faisait pas attention. Il pensa au dossier de papier qu'elle avait serré contre sa poitrine devant le bureau du cadastre,
à Ruby lavant son propre bol sans qu'on le lui demande, à la maison que Daniel avait construite et qui sentait encore le travail, l'intention et une vie que quelqu'un avait aimée assez pour mourir en la protégeant. Il avait connu des hommes comme Daniel toute sa carrière, des hommes qui croyaient que la loi signifiait quelque chose et agissaient en conséquence, même quand la loi ne leur rendait pas l'appareil. La plupart d'entre eux finissaient déçus. Certains d'entre eux finissaient morts. Daniel Harlow avait fini les deux. Il l'avait vu venir et avait quand même refusé de partir. Jesse comprenait cela. Il le comprenait de la manière particulière dont on comprend les choses qui vivent dans votre poitrine plutôt que dans votre tête. Le juge Edmund Cross avait un bureau au 2e étage du bâtiment fédéral de Fort Worth, une pièce étroite avec 2 fenêtres et des murs couverts de dossiers qui s'accumulaient depuis avant la naissance de Jesse. Il avait 64 ans, était mince comme un fil de fer, avec une barbe blanche et des yeux qui avaient passé 40 ans à trouver l'endroit exact où l'histoire d'un homme cessait d'être vraie. Il leva les yeux de son bureau quand Jesse entra et ne dit rien pendant un moment. Puis il dit, « On dirait que vous n'avez pas dormi depuis Abilene. »« Presque, » dit Jesse. Il s'assit, posa le paquet de toiles cirées sur le bureau. Cross le regarda mais ne le toucha pas encore. « Daniel Harlow, » dit Jesse, « Dusty Creek, Texas, mort le 14 mars. Ils ont appelé ça un accident. »« Je connais ce nom, » dit Cross. Jesse le regarda. Cross se pencha en arrière dans son fauteuil. Une lettre est arrivée à ce bureau il y a 8 mois, déposant une plainte pour des acquisitions de terres irrégulières dans le comté de Shackleford, nommant un juge Calvin Reeves et Amarillo. Il fit une pause. La lettre a été signalée pour enquête. L'enquête a été assignée. 3 semaines plus tard, l'enquêteur a rapporté que la plainte était non fondée. Il soutint le regard de Jesse. « Je n'ai pas écrit cette conclusion. Quelqu'un en dessous de moi l'a fait. »« Quelqu'un en dessous de vous? » dit Jesse. « Quelqu'un que j'ai depuis retiré de ce bureau. » Cross attira le paquet de toiles cirées vers lui et le déballa lentement. Il lut en silence pendant un long moment. Jesse attendit. Cross était un homme qu'on ne pressait pas. Il l'avait appris il y a 8 ans et rien n'avait changé cela. Quand Cross eut fini, il posa les papiers à plat sur son bureau et regarda Jesse avec l'expression d'un homme qui venait de confirmer quelque chose qu'il soupçonnait et aurait souhaité ne pas avoir à le faire. « C'est suffisant, » dit Cross. « Pas pour pendre Hale tout de suite, mais assez pour ouvrir une enquête fédérale formelle, assez pour geler le privilège sur la propriété Harlow jusqu'à la conclusion de l'enquête. » Il regarda Jesse. Depuis combien de temps sa veuve se bat-elle seule contre ça? 4 mois. La mâchoire de Cross se crispa. Et l'enfant? 8 ans, elle se bat aussi. Elle ne sait juste pas encore que c'est comme ça que ça s'appelle. Cross se leva. « Je vais émettre l'ordonnance de gel aujourd'hui. J'enverrai un marshal fédéral à Dusty Creek d'ici la fin de la semaine. » Il regarda Jesse directement. « Vous y retournez. »« Aujourd'hui, » dit Jesse. « Bien. » Cross rassembla les papiers. « Jesse, si Hale découvre qu'une enquête fédérale a été ouverte, il agira avant l'arrivée du marshal. Il a été prudent pendant 10 ans parce que la prudence suffisait. La prudence cesse d'être suffisante quand les papiers fédéraux commencent à bouger. »« Je sais, » dit Jesse. « Soyez prudent vous-même, » dit Cross. « Hale n'a pas construit ce qu'il a construit en hésitant. » Jesse retourna plus vite qu'il n'était descendu. Soldier sentit l'urgence et s'y conforma sans qu'on le lui demande, comme le fait un bon cheval quand l'homme sur son dos manque de temps. Il atteignit les abords de Dusty Creek le soir du 4e jour et il sut que quelque chose n'allait pas avant même d'atteindre Main Street. Il le sut de la même manière que le cheval de Daniel avait su des choses, par quelque chose qui vivait en dessous de la pensée et au-dessus de l'instinct. La ville semblait différente, plus tendue. Les gens qui se déplaçaient sur les promenades en bois se déplaçaient, les épaules rentrées et les yeux fixés devant eux. Le langage corporel particulier d'une communauté qui venait de voir quelque chose se produire et décidait comment se sentir à ce sujet. Jesse poussa Soldier jusqu'à la pension de Clara et descendit de cheval avant que le rouan ne se soit complètement arrêté. Clara ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Son visage lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir sur les 4 derniers jours. « Que s'est-il passé? » dit Jesse. « Entrez, asseyez-vous. »« Dites-moi d'abord. » Clara se tenait dans l'embrasure de sa porte, les bras croisés, et elle regarda Jesse de la même manière qu'elle l'avait regardé la première nuit, évaluant,
mesurant, décidant de ce qu'il fallait dire et dans quel ordre. Le lendemain de votre départ, dit-elle, l'avocat de Hale, Gerald Foss, a déposé une motion d'urgence auprès du tribunal du comté, affirmant que la propriété Arlo présentait une responsabilité financière immédiate pour le comté, affirmant que le privilège donnait aux intérêts de Hale le droit de possession immédiate en attendant la résolution. Elle fit une pause. Le juge Reeves l'a accordé par télégraphe depuis Amarillo. Jesse sentit quelque chose de froid le traverser. Possession? Ils ont pris la propriété? Ils ont essayé. Clara soutint son regard. Maggie n'a pas voulu partir. Jesse la fixa. Le shérif Tate est allé là-bas avec ses 2 adjoints et un ordre écrit. Maggie s'est tenue sur son porche avec le fusil de Daniel et leur a dit que l'ordre était frauduleux et qu'elle ne bougerait pas. La voix de Clara avait quelque chose qui était proche de l'admiration, mais trop compliqué pour n'être que cela. Tate a reculé, il n'avait pas assez d'hommes et il ne savait pas ce qu'elle pourrait faire, et il savait que toute l'affaire était assez fragile pour que s'il forçait et qu'elle résistait, ça pourrait se retourner contre lui. Clara s'arrêta. Il est retourné voir Hale. Hale a envoyé Foss le lendemain pour négocier. Maggie a dit à Foss qu'elle ne discuterait de rien sans la présence de son avocat. Elle n'a pas d'avocat, dit Jesse. Non, acquiesça Clara. Mais Foss ne le savait pas. Ça lui a acheté un jour. Clara recula de la porte. Entrez, Jesse, elle est là. Maggie était dans le salon de Clara. Elle était sur pied avant que Jesse ne franchisse la porte, et l'expression de son visage passa par plusieurs phases, le soulagement, qu'elle contrôla rapidement, puis quelque chose qui n'était ni tout à fait de la colère, ni tout à fait de la peur, qu'elle contrôla un peu moins rapidement. « Vous êtes de retour, dit-elle. »« J'ai dit que je le serais. » Ruby apparut de derrière le fauteuil de sa mère. Elle regarda Jesse avec ses yeux bruns évaluateurs, puis tendit quelque chose, un morceau de papier plié. « J'ai gardé l'original en sécurité, dit-elle, comme je vous l'avais dit. » Jesse regarda le papier, regarda Ruby. « Où? »« Sous le plancher de la grange, dit Ruby. Papa y avait construit un espace pour les outils, je les ai déplacés. » Elle fit une pause. « Tom Aldridge est venu le lendemain de votre départ. Il a dit qu'il avait besoin d'emprunter un harnais de la grange. Je lui ai dit que maman l'avait verrouillé. » Elle soutint le regard de Jesse avec une totale assurance. Il n'avait aucune raison d'emprunter un harnais. Il en a 2 à lui. La mâchoire de Maggie se crispa. Elle me l'a dit après son départ. Jesse regarda Ruby. « Tu as bien fait, dit-il. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. » Ruby absorba cela sans célébration, se rassit dans son fauteuil, les mains jointes sur ses genoux, la version miniature de sa mère. Jesse se tourna vers Maggie. Le juge Cross a émis une ordonnance de gel sur le privilège. Fédéral. Elle prime sur la motion du tribunal du comté. Il observa l'effet de cela sur le corps de Maggie. Ses épaules s'affaissèrent d'une fraction de pouce, ce qui chez elle équivalait à la dissolution d'une autre femme. Il envoie un marshal fédéral d'ici la fin de la semaine, et il ouvre une enquête formelle sur Calvin Reeves et chaque transaction foncière que Reeves a touchée au cours des 10 dernières années. Maggie resta silencieuse un moment. Quand elle parla, sa voix était prudente. « C'est plus que ce que je pensais possible il y a 4 jours. » « C'est Daniel qui a fait le travail, dit Jesse. Il a tout documenté. Je l'ai juste déplacé sur le bon bureau. »« Ne faites pas ça, dit Maggie. Jesse la regarda. « Faire quoi? »« Minimiser ce que vous avez fait. » Elle soutint son regard. « Daniel vous aurait dit la même chose. Une bonne preuve qui reste dans une boîte à farine n'aide personne. Vous l'avez emmenée là où elle devait aller. Ça compte. » Elle fit une pause. « Ne faites-vous semblant du contraire pour que je me sente mieux d'avoir eu besoin d'aide. » Jesse soutint son regard. La porte était maintenant ouverte de plus d'1 centimètre. Il pouvait le sentir. « Oui, madame, dit-il. »« Maggie, dit-elle platement. Nous avons dépassé le stade du madame depuis au moins 2 jours. » Clara fit du café. Ils s'assirent à la table de la cuisine tous les 3, car Ruby était assise à cette table, comme si elle avait un vote à part entière, et les 2 adultes avaient depuis longtemps cessé de faire semblant du contraire. Jesse expliqua ce que Cross lui avait dit, le calendrier de l'enquête, l'ordonnance de gel, ce que Hale ferait probablement en l'apprenant. « Il va paniquer, dit Jesse. Pas de manière évidente, pas tout de suite, mais un homme qui opère en marge de la loi depuis 10 ans
C'est exactement ce que signifie une enquête fédérale. Cela signifie que toute sa structure est sur le point d'être examinée. Il regarda Maggie. Il va essayer de vous faire pression pour vendre avant que l'enquête ne prenne de l'ampleur. Il fera une dernière offre. Il la fera passer pour de la générosité. Il peut faire toutes les offres qu'il veut, dit Maggie. L'offre ne sera pas la partie dangereuse, dit Jesse. La table devint silencieuse. Si les documents que votre mari a conservés mènent là où je pense qu'ils mènent, dit Jesse, Hale risque non seulement de perdre cette propriété, mais de perdre tout ce qu'il a acquis en 10 ans et potentiellement de faire face à des accusations de fraude fédérale. Un homme comme ça ne fait pas une dernière offre polie pour ensuite rentrer chez lui. Il regarda Maggie fixement. Il va essayer de récupérer ses originaux. Il a déjà envoyé Tom Aldridge à votre grange une fois. Maggie regarda Ruby. Ruby regarda sa mère en retour, et son visage disait qu'elle le savait déjà et qu'elle avait déjà fait ses calculs à ce sujet. « Je n'ai pas peur de Burton Hale, dit Maggie. « Je sais que vous n'avez pas peur, dit Jesse. « Je vous demande d'être prudente. Il y a une différence. » Daniel disait ça, dit Maggie, et sa voix devint douce de la manière particulière dont elle le devenait quand son nom sortait de manière inattendue, et qu'elle n'avait pas eu le temps de s'y préparer. Elle prit sa tasse de café, la reposa sans boire. Il disait qu'être courageux et être téméraire étaient deux animaux différents, et que seul l'un d'eux vous gardait en vie. « Homme intelligent, dit Jesse, le plus intelligent que j'ai jamais connu. » Elle tenait la tasse à deux mains, regardait la table. « Je n'arrête pas de penser que je suis fini d'être surprise par à quel point il me manque, et puis je dis quelque chose qu'il avait l'habitude de dire, et je suis surprise à nouveau. » La cuisine retint cela. Ruby se leva, se tint à côté de sa mère et s'appuya contre son bras sans rien dire, et Maggie posa sa main sur le dos de sa fille. Et les deux se soutinrent mutuellement de la manière silencieuse et particulière dont elles s'étaient clairement soutenues pendant 4 mois. Jessie regarda sa tasse de café et leur laissa ce moment. Puis des bottes frappèrent le poche de Clara. Pas 3 paires cette fois, une seule, un seul coup. Clara alla à la porte, revint avec un visage soigneusement neutre, ce qui signifiait qu'elle s'efforçait de le garder neutre. « Gerald Foss, dit-elle, il dit qu'il a un message pour Madame Harlow. » Maggie était sur pied. Jessie leva la main. « Laissez-moi faire, dit-il. » Elle le regarda. Le regard disait plusieurs choses sur ce qu'elle pensait d'être géré. « Je viens avec vous, dit-elle. »« Je sais, dit Jessie. Venez avec moi alors. » Gerald Foss se tenait dans le salon de Clara, son chapeau à la main et l'expression pratiquée d'un homme qui livrait beaucoup de choses désagréables et avait appris à donner à son visage un air raisonnable en le faisant. Il avait 45 ans, était bien habillé, avec des yeux prudents qui se posèrent sur Jessie dès qu'ils entrèrent et y restèrent un moment, calculant avant de se tourner vers Maggie. « Madame Harlow, dit Foss, je m'excuse pour l'heure. »« Il est 7 heures du soir, dit Maggie. »« Quel est votre message? » « Monsieur Hale aimerait vous inviter à une réunion demain matin à son bureau. Il veut discuter d'une résolution. » Foss soutint son regard. Une résolution généreuse. Étant donné les complications actuelles avec la propriété, il estime qu'il est dans l'intérêt de tous de parvenir rapidement à un accord. « Des complications de sa propre fabrication, dit Maggie. Madame Harlow, le privilège est illégal. »« Le privilège est frauduleux, dit Jessie. Il le dit comme on annonce la météo. Et avant que vous n'argumentiez, Monsieur Foss, vous devriez savoir que le juge Edmund Cross du bureau du District fédéral de Fort Worth a émis une ordonnance de gel ce matin, et qu'un marshal fédéral sera à Dusty Creek d'ici la fin de la semaine pour commencer une enquête sur le juge Calvin Reeves et chaque document qu'il a signé dans le comté de Shackelford au cours des 10 dernières années. Foss devint très immobile, l'immobilité d'un homme dont les calculs venaient d'être complètement réorganisés. « C'est, commença-t-il, légal et contraignant, dit Jessie, tout comme le privilège était censé l'être. » Il soutint le regard de Foss. « Dites à Monsieur Hale que Madame Harlow sera heureuse de le rencontrer en présence d'un officier fédéral une fois que le marshal sera arrivé. » Foss regarda Maggie. Maggie le regarda en retour avec une expression parfaitement, complètement calme. « Dites-lui, dit Maggie, que j'attends une audience équitable depuis 4 mois. Je suis prête à attendre 1 semaine de plus. » Foss remit son chapeau. Il regarda Jessie une dernière fois avec ses yeux calculateurs, et Jessie pouvait le voir faire le calcul, analyser les nouveaux chiffres,
déterminé à quel point cela changeait le territoire pour son employeur. Je transmettrai votre message, dit Foss. Il partit. Clara ferma la porte derrière lui, se retourna, et les trois se tinrent dans son salon, écoutant le cheval de Foss partir à une allure plus rapide qu'à son arrivée. Il va voir Hale maintenant, dit Jesse. Oui, dit Maggie. Hale va comprendre qu'il a une semaine pour faire quelque chose qu'il ne peut pas faire ouvertement. Jesse regarda Maggie. Nous devons déplacer ces documents ce soir. Pas seulement les originaux. Tout. Quelque part qui ne soit ni cette maison, ni votre grange. Où? Demanda Maggie. Jessie regarda Clara. Clara hochait déjà la tête. Ma cave à légumes, dit-elle. Personne ne fouille la cuisine d'une pension. Elle regarda Jessie. Vous devrez les apporter après la tombée de la nuit. J'irai, dit Ruby depuis l'embrasure de la porte. Ils se tournèrent tous. Elle était restée là tout le temps, à écouter. Elle soutint leur regard sans s'excuser. Je sais où ils sont et je sais comment me déplacer sans bruit. Papa me l'a appris. Elle regarda Jessie. Tu es trop grande pour te déplacer sans bruit. Jessie regarda Maggie. Maggie regarda sa fille avec cette expression compliquée qui était à la fois amour, exaspération, fierté et chagrin, et Jessie pensa à nouveau que Daniel Harlow avait été plus qu'un homme bon. Il avait été un bon père, ce qui était son propre héritage. « Tu iras avec Monsieur Jessie, dit Maggie. « Pas seul. »« Je peux. Pas seul, Ruby. » Ruby envisagea de discuter, puis décida de ne pas le faire. « D'accord, dit-elle. Mais tu restes en arrière et tu me laisses entrer la première. Si quelqu'un surveille, un homme adulte allant à une grange après la tombée de la nuit a l'air suspect. Une petite fille allant voir un cheval, non. » Jessie regarda cette fillette de 8 ans qui venait de le surpasser en stratégie et ressentit la sensation particulière d'un homme qui comprenait qu'il était en présence de quelque chose d'exceptionnel. « Elle a raison, dit-il à Maggie. Maggie se pinça l'arête du nez. « Je sais qu'elle a raison, dit-elle. Je sais qu'elle a raison surtout depuis 4 mois et ça me terrifie. » Ruby regarda sa mère. Quelque chose s'adoucit sur son visage, juste brièvement. « J'ai peur aussi, maman, dit-elle doucement. Je ne m'arrête juste pas. » Maggie traversa la pièce et prit le visage de sa fille entre ses mains. « Je sais que tu ne t'arrêtes pas, dit-elle. C'est ce qui me fait le plus peur. » Plus tard cette nuit-là, dans l'obscurité silencieuse entre la pension de Clara et la propriété des Harlow, Jessie Calloway marcha à 30 pieds derrière une fillette de 8 ans et la regarda se déplacer dans les ombres avec le soin constant et délibéré de quelqu'un qui comprenait que certaines choses étaient trop importantes pour être précipitées. Elle ne regarda pas en arrière, elle n'hésita pas. Elle alla à la grange, disparut à l'intérieur, ressortit 7 minutes plus tard avec un paquet enveloppé sous le bras et revint vers Jessie comme si elle l'avait fait 100 fois. Elle lui tendit le paquet. Il le prit. « Le travail de papa, dit-elle doucement. Ne le perdez pas. »« Je ne le perdrai pas, dit Jessie. » Ruby leva les yeux vers lui dans l'obscurité. Le clair de lune éclaira son visage. 7 ans, portant 4 mois de chagrin, 8 ans de l'enseignement de son père, et la certitude complète et absolue que ce qu'elle faisait était juste. « Il vous aurait aimé, dit-elle. Papa, il n'aimait pas la plupart des gens rapidement, mais il vous aurait aimé. » Jessie sentit quelque chose bouger dans sa poitrine pour lequel il n'avait pas de mots précis. « Je l'aurais aimé aussi, dit-il. Je l'ai aimé, il y a longtemps. » Ruby hocha la tête, comme si cela réglait quelque chose. Puis elle se tourna et retourna vers la pension de Clara, et Jessie la suivit dans l'obscurité, tenant l'épreuve de Daniel Harlow contre sa poitrine comme la chose la plus importante qu'il ait jamais portée. Parce que c'était le cas. Le document passa une nuit dans la cave de Clara avant que tout ne change. Jessie était encore éveillé quand il l'entendit. Pas un son, exactement, plutôt l'absence des bons sons remplacés par les mauvais. Soldier qui s'agitait brusquement dans son box, un craquement sur le porche arrière qui n'était pas le vent, car il n'y avait pas de vent. Il fut habillé et à la fenêtre en 4 secondes et eut son arme à la main en 5. 2 hommes, se déplaçant le long du côté de la pension de Clara vers l'entrée de la cuisine. Lents, délibérés, comme des hommes qui ne s'attendaient pas à de la résistance, mais qui étaient prudents quand même. Jessie reconnut l'adjoint plus âgé, celui à la main prompte, et à côté de lui, un homme qu'il ne connaissait pas, plus grand, sans insigne. Jessie traversa la pièce sombre, sortit de sa chambre sans lampe,
et se trouvait en haut des escaliers quand la porte de la chambre de Clara s'ouvrit et Clara elle-même apparut dans le couloir avec un fusil de chasse presque aussi grand qu'elle. Elle regarda Jessie. Jessie mit un doigt sur ses lèvres et pointa vers le bas. Elle hocha la tête une fois et le suivit sans un mot, et il pensa à nouveau que Clara Briggs était l'une des meilleures personnes qu'il ait jamais rencontrées. La porte de la cuisine s'ouvrit avant qu'il n'atteigne le bas des escaliers. L'adjoint entra le premier, se dirigeant vers la porte de la cave. L'homme plus grand resta dans l'embrasure. Aucun d'eux n'avait encore sorti son arme, ce qui indiqua à Jessie qu'il s'attendait à une cuisine vide à minuit, et non à un ancien marshal des États-Unis et à une femme de 60 ans avec un fusil de chasse. Jessie entra dans la cuisine et pointa son Colt sur la poitrine de l'adjoint. « Ne bouge pas, » dit Jessie. L'adjoint se figea. Le grand homme dans l'embrasure de la porte mit la main à son arme. Clara pointa le fusil sur lui avec l'efficacité d'une femme qui avait fait des choses plus difficiles avant le petit déjeuner. « Mon garçon, » dit Clara au grand homme sur le ton d'une femme expliquant quelque chose à quelqu'un de plus lent qu'elle ne le voudrait. « Ce fusil a 2 canons, et je n'ai besoin qu'aucun de vous deux ne soit mort ce soir, mais j'ai besoin que vous compreniez tous les deux que si vous me forcez à choisir, je le ferai. » La main du grand homme s'éloigna de son arme. Jessie regarda l'adjoint. « Sors ton arme. Avec 2 doigts, pose-la par terre. » L'adjoint s'exécuta. Son visage faisait le travail compliqué d'un homme qui était allé dans une direction en s'attendant à une chose et était arrivé ailleurs entièrement. « Comment tu t'appelles? » demanda Jessie. « Cole, » dit l'adjoint. « Wade Cole. Wade Cole, qui t'a envoyé ici ce soir? » La mâchoire de Cole se crispa. Personne ne m'a envoyé. Un shérif adjoint qui s'introduit dans une pension à minuit pour son propre plaisir, dit Jessie. Ça, c'est une nouvelle. Il s'approcha. Laisse-moi t'aider à réfléchir à ce qui va se passer. Tu es dans une cuisine au milieu de la nuit sans mandat et sans autorité légale pour être ici. La femme avec le fusil est un témoin. Je suis un témoin. Et quand le marshal fédéral arrivera dans cette ville dans 3 jours, la première chose qu'il fera sera d'interroger chaque officier de police du comté. Jessie soutint le regard de l'homme. « Wade, depuis combien de temps tu prends l'argent de Hale? » Le visage de Cole changea. Le calcul qui se déroulait derrière ses yeux était visible et pas agréable. « 6 mois, » dit Cole. « Il payait mon salaire quand le comté ne le pouvait pas. C'est tout ce que c'était au début. » « Et ensuite? » Cole regarda le sol. « Il m'a demandé de faire des choses. Des petites choses. Rédiger un rapport d'une certaine manière. Perdre un document. Je n'ai pas réfléchi. » Il s'arrêta. « Tu n'as pas pensé à Daniel Harlow? » dit Jessie, le nom atterri. Cole tressaillit. « Savais-tu ce qui allait lui arriver? » demanda Jessie. « Non, » dit Cole, vite. Trop vite pour ne pas être vrai. « Je jure que je ne savais pas. Je l'ai découvert après. J'ai entendu Foss parler à Tate. J'ai entendu ce qu'ils ont dit à propos du ravin. » Il leva les yeux. « Je n'ai pas tué cet homme. Mais tu as continué à prendre l'argent après avoir su qu'il avait fait, » dit Jessie. Cole ne dit rien, car il n'y avait rien à dire. Jessie regarda Clara. Clara le regarda en retour, son fusil stable et son visage disant que c'était sa décision et qu'elle la soutiendrait quelle qu'elle soit. « Voici ce que tu vas faire, » dit Jessie à Cole. « Tu vas retourner là où Tate attend de tes nouvelles. Tu vas lui dire que la pension était vide, qu'il n'y avait rien ici. Et demain matin avant 8 heures, tu viendras dans cette cuisine et tu écriras tout ce que tu sais sur Burton Hale, Gerald Foss, le juge Reeves et Dale Tate. Tout. Les noms, les dates, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce pourquoi tu as été payé. » Jessie fit une pause. « Tu fais ça et quand le marshal fédéral arrivera, tu seras un témoin au lieu d'un accusé. » Cole le regarda un long moment. « Et si Hale découvre que j'ai parlé? » « Il le découvrira de toute façon, » dit Jessie. « La question est de savoir si tu seras du bon côté quand il le fera. » Il recula. « Sortez de cette maison, tous les deux. » Après leur départ, Clara baissa le fusil, s'assit à la table de la cuisine et laissa échapper un souffle qui attendait clairement depuis qu'elle était entrée dans le couloir. Jessie rangea son arme, s'assit en face d'elle. « Il reviendra, » dit Clara. « Pas Cole, Hale lui-même. Ou quelqu'un qui lui répond directement. » Elle regarda Jessie. « Tu nous as acheté des heures, pas des jours. »« Je sais, » dit Jessie. «
Je dois faire sortir Maggie et Ruby de cette maison. Clara le regarda fixement. Où les emmèneras-tu? Pas loin. Assez loin. Jesse pensa au terrain qu'il avait traversé en arrivant à Dusty Creek, à une crête à 3 miles à l'ouest avec de bonnes lignes de vue et un bosquet de cèdres qui cacherait des chevaux et des gens si l'on savait s'en servir. Il y a un endroit, une nuit, 2 au plus. Il regarda Clara. Peux-tu faire passer le mot à Maggie sans passer par la ville? Tom Aldridge est entré ici et sa propriété, dit Clara. Je ne passerai pas par là. Elle réfléchit un moment. Henry Park, le forgeron. Il vit au sud de la propriété de Maggie et il n'a aucune affection pour Hale. Hale a essayé d'acheter sa boutique il y a 2 ans et Henry l'a jeté hors de la propriété. Elle se leva. J'irai avant l'aube. Jesse regarda cette femme de 60 ans qui venait de tenir en joue 2 hommes dans sa cuisine à minuit avec un fusil de chasse et qui prévoyait maintenant une chevauchée avant l'aube parce que c'était nécessaire. Clara, dit-il, Daniel a eu de la chance de t'avoir dans cette ville. L'expression de Clara changea. Daniel était un homme bon qui ne méritait pas ce qui lui est arrivé, dit-elle. Ce qui signifie que faire quelque chose à ce sujet n'est pas de la charité. C'est ce qui est dû. Elle se dirigea vers le couloir. Dors un peu, Jesse. Tu as environ 3 heures avant qu'Henry ait besoin d'être réveillé. Il ne dormit pas. Il resta assis dans la cuisine sombre avec son arme sur la table et les preuves de Daniel dans la cave sous ses pieds, et pensa à comment 10 ans de Burton Hale achetant son chemin à travers le comté de Shackelford étaient sur le point de rencontrer 4 mois de Maggie Harlow, refusant de bouger, et si 4 mois étaient insuffisants. Il pensait que oui. Il pensait qu'il le fallait. Maggie arriva à la porte arrière de Clara à 5 heures du matin, avec Ruby à ses côtés, un sac dans chaque main et l'expression d'une femme qui avait passé la nuit blanche à prendre des décisions. Elle jeta un coup d'œil au visage de Jesse quand il ouvrit la porte et dit « À quel point c'est grave? » « Assez grave pour que je vous veuille ailleurs aujourd'hui, » dit Jesse. Elle entra, posa les sacs, le regarda. « Dites-moi. » Il lui raconta. Tout. Cole, le grand homme, ce que Cole avait dit sur Tate, sur ce qu'il avait entendu après la mort de Daniel. Il observa son visage pendant qu'il parlait. Elle resta très immobile, comme elle le faisait quand quelque chose lui coûtait et qu'elle décidait de ce qu'elle allait en laisser paraître. Quand il eut fini, elle dit « Cole les a entendus parler du ravin. » « Oui. » Il savait que ce n'était pas un accident. « Oui. » Maggie se tenait à la table de la cuisine de Clara, les 2 mains à plat sur la surface, les yeux fixés au loin, et Jesse lui laissa ce moment parce qu'elle l'avait mérité et parce qu'il comprenait qu'il y avait des choses que le deuil faisait à une personne qui nécessitaient de l'espace, du silence et l'absence de quiconque essayant de le combler de réconfort. Ruby se tenait à côté de sa mère et posa sa petite main sur celle de Maggie sans dire un mot. Après un moment, Maggie se redressa. Ses yeux revinrent sur le visage de Jesse. « Où allons-nous? » Il lui parla de la crête. Elle hocha la tête pendant qu'il parlait, déjà en train de calculer, d'évaluer. Quand il eut fini, elle dit « Combien de temps? » Jusqu'à l'arrivée du Marshal. 3 jours, peut-être moins si Cross a accéléré le calendrier. On ne peut pas laisser Clara seule ici. « Je ne suis pas seule, » dit Clara depuis l'embrasure de la porte. Elle avait son fusil dans un sac en toile et l'air d'une femme qui avait déjà décidé de ce qui allait se passer. Le père Murphy de l'Église méthodiste vient à 7 heures et Henry Park a dit qu'il enverrait son fils aîné pour rester sur le porche. Elle regarda Maggie. Personne n'est seul aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses ici. Maggie regarda Clara un long moment. « Vous avez fait ça tout le temps que j'ai été ici, » dit Maggie. « Tenir les choses ensemble discrètement, là où personne ne pouvait le voir. C'est ce que font les femmes, » dit Clara simplement. « Nous tenons les choses, les hommes les construisent, et parfois elles s'effondrent. Alors nous tenons les morceaux jusqu'à ce qu'elles puissent être reconstruites. » Elle traversa la cuisine et prit brièvement et férocement le visage de Maggie entre ses mains. « Allez-y, gardez cette fille en sécurité. Revenez quand ce sera fini et nous finirons ça ensemble. » Ils partirent avant le lever du soleil, Jesse, Maggie et Ruby, 3 chevaux se déplaçant silencieusement dans le gris de l'aube. Le paquet de documents enveloppé dans une toile cirée à l'intérieur du manteau de Jesse. Ruby montait la vieille jument de Daniel, une baie calme nommée Grace, et elle montait bien, avec l'équilibre facile d'une enfant qui avait grandi parmi les chevaux
et leur faisait confiance comme son père le lui avait appris. Maggie chevauchait à côté de Jesse et ne parla pas pendant le premier mile. Et Jesse égala son silence car ce n'était pas le silence de quelqu'un qui n'avait rien à dire. C'était le silence de quelqu'un qui triait plus de choses qu'il ne pouvait en dire avec des mots. Ils atteignirent la crête alors que le soleil perçait l'horizon. Jesse les installa dans le bosquet de cèdres, les chevaux attachés, les sacs de couchage déroulés. Ruby explorait déjà le terrain avec la curiosité méthodique d'une enfant cataloguant un nouvel environnement. Maggie se tenait à la lisière des arbres, regardant vers l'est, vers Dusty Creek, vers le toit de sa maison visible au loin, vers la cuisine où elle avait fait du café ce matin, peut-être pour la dernière fois en tant que propriétaire si les choses tournaient mal. Jesse se tenait à côté d'elle, pas près, juste là. Daniel a construit cette maison en un été, dit Maggie. Il travaillait la terre pendant la journée et construisait la nuit jusqu'à ce qu'il fasse trop sombre pour voir. Je tenais la lampe et lui passais les clous, et il parlait tout le temps de ce à quoi ressemblerait la cuisine, de ce que nous planterions dans le jardin, de l'endroit où serait la chambre de Ruby. Elle fit une pause. Il était si certain. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi certain de l'avenir. Il avait des raisons de l'être, dit Jesse. Il vous avait. C'est ce que je comprends maintenant, dit Maggie. Il avait quelqu'un qu'il pouvait nommer dans une lettre et savoir que si la lettre arrivait, quelque chose se passerait. Ce n'est pas rien, Jesse. Pour un homme seul contre quelqu'un comme Hale, avoir un nom que l'on peut écrire sur une enveloppe et le penser vraiment, c'est tout. Jesse resta silencieux un moment. J'aurais dû rester en contact, dit-il. Après avoir quitté le service, j'aurais dû. On ne peut pas réparer ce que l'on ne savait pas qui allait arriver, dit Maggie. C'est ce que j'essaie de m'expliquer depuis 4 mois. Elle se tourna pour le regarder directement. Je vous ai blâmé au début, quand j'ai lu la lettre de Daniel. Je me suis dit, où est cet homme? Pourquoi n'est-il pas là? Pourquoi n'est-il pas venu? Elle soutint son regard. Puis vous vous êtes arrêté pour Ruby avant de savoir tout ça, avant que quiconque ne vous le demande. Vous vous êtes juste arrêté. Elle regarda de nouveau vers la ville. Daniel disait que vous étiez le genre d'homme qui faisait ce qui est juste même quand ce qui est juste est incommode. Il disait qu'il n'en avait jamais rencontré d'autres. Elle fit une pause. Je le crois maintenant. Jesse ne savait pas quoi faire de ça. Il avait passé 3 ans à croire que Daniel s'était trompé sur lui, que la version de lui-même en laquelle son ancien partenaire avait eu confiance s'était consumée quelque part entre Abilene et Nulltown. Il se tenait sur une crête au Texas avec le matin, qui se levait autour de lui, et sentit pour la première fois en 3 ans que peut-être Daniel ne s'était pas trompé. « Maman! » appela Ruby de l'intérieur du bosquet de cèdres. « Viens voir ça. » Maggie se tourna. Le changement sur son visage quand elle regarda sa fille fut complet et immédiat, comme toujours. Quel que soit le poids qu'elle portait, il s'écarta simplement pour faire de la place à Ruby. « Qu'est-ce que c'est? »« Il y a un nid de faucon ici. Il y a des œufs. » La voix de Ruby avait le ton spécifique d'une enfant rencontrant quelque chose de merveilleux et ayant besoin de le partager. « 3. Viens voir. » Maggie regarda Jesse. Quelque chose traversa son visage qui était presque un sourire, le genre qui la surprenait d'être là. « Elle trouve les choses vivantes, » dit Maggie doucement. « Où que nous soyons, elle trouve toujours ce qui est encore en vie. » Elle alla vers sa fille. Jesse les regarda se pencher ensemble sur un nid de faucons dans un cèdre sur une crête au Texas, la main de Maggie sur le dos de Ruby. Ruby parlant avec ses mains, et il pensa à ce que Clara avait dit, sur les femmes qui tiennent les morceaux jusqu'à ce que les choses puissent être reconstruites. C'était ce que Maggie avait fait pendant 4 mois. Tenir les morceaux de tout ce que Daniel avait construit. Refuser de laisser quiconque les prendre. Se tenir sur son propre porche avec son fusil, disant à un shérif que son ordre était frauduleux et qu'elle ne bougeait pas. Déposer des papiers dans des tribunaux qui les perdaient, se présenter à des réunions qui la mettaient dehors. Tenir, tenir et tenir parce que l'alternative était inacceptable. Il pensa à ce que cela lui avait coûté, à ce que cela lui coûtait encore. Et il pensa au fait qu'elle ne lui avait jamais demandé de régler le problème, seulement de se battre à ses côtés. La journée passa lentement, comme les jours pendant quand on attend quelque chose et qu'on ne peut pas le faire avancer. Jesse surveillait depuis la crête.
Maggie fit un feu assez petit pour ne pas être vue de la route et fit bouillir de l'eau pour le café, et ils le burent à l'ombre des cèdres. Ruby dessinait dans la terre avec un bâton. Le faucon, le nid, les œufs, Grace le cheval. Une version de la maison sur la terre des Harlow qui était assez détaillée pour être un vrai dessin. L'après-midi, Maggie s'assit à côté de Jessie pendant que Ruby somnolait contre le flanc de Grace et dit « Parlez-moi des 2 ans que vous avez passés avec Daniel. » Alors Jessie le fit. Il parla longtemps de l'été au Kansas, où ils avaient traqué un réseau de fraude foncière pas si différent de l'opération de Hale à travers 4 comtés. De l'hiver où Daniel l'avait tiré d'une rive gelée après une traversée qui avait mal tourné. De la nuit où il s'était assis devant un palais de justice à Abilene, débattant pour savoir si la loi était un instrument parfait ou simplement le meilleur disponible. Et Daniel avait dit « La loi n'est aussi bonne que les gens prêts à la défendre, Jesse, et les gens prêts à la redresser quand elle se tord. » Maggie écouta tout. Elle posa des questions. De bonnes questions, le genre qui disait qu'elle se construisait une image d'un homme qu'elle avait connu différemment. L'homme avant elle, l'homme qu'il avait été avant le ranch, la routine et la gravité domestique de la construction d'une vie qu'il avait installée dans quelque chose de plus calme. Il était heureux ici, dit-elle finalement. Je veux que vous le sachiez. Quoi qu'il soit arrivé à la fin, les années d'avant, il était le plus heureux que je l'ai jamais vu. Il avait trouvé ce qu'il voulait. Elle regarda ses mains. Il parlait de vous parfois, pas souvent, mais quand il le faisait, il disait que vous étiez celui dont il espérait qu'il comprendrait. Comprendre quoi? Maggie le regarda. Que fuir la bonne vie n'est pas vraiment fuir, dit-elle. C'est juste marcher plus lentement vers elle. Jessie la regarda. La lumière de l'après-midi était dans ses cheveux. Elle avait une tache de terre sur la mâchoire depuis la chevauchée du matin, et elle le regardait de la manière dont elle regardait les choses sur lesquelles elle décidait avec soin et sans illusion, avec la franchise particulière d'une femme qui avait cessé de prétendre que le monde était autre chose que ce qu'il était. Il voulait dire quelque chose. Il n'était pas sûr de quoi. Il décidait s'il devait le dire quand ils entendirent des chevaux. Jessie fut sur pied, son arme à la main, avant que la pensée ne soit complète. 3 chevaux arrivant du côté nord de la crête, rapides mais pas paniqués. Ruby était réveillée et à côté de sa mère en quelques secondes, et Maggie avait la main sur le fusil de Daniel, et les 3 se tinrent dans le bosquet de cèdres et observèrent la lisière des arbres. Le fils aîné d'Henry Park arriva le premier. 17 ans, respirant fort, son cheval sombre de sueur. Derrière lui, 2 hommes que Jessie ne reconnut pas. « Monsieur Calloway, » dit le garçon. « Henry m'a envoyé. Le marshal est là. » Jessie baissa son arme. Cross avait accéléré le calendrier. « Il est arrivé par la diligence de midi, » dit le garçon. « Henry a dit de vous dire qu'il est à la pension de Clara et qu'il parle déjà à Wade Cole. » Il regarda Maggie. « Et Madame Harlow, le shérif Tate a été arrêté il y a 20 minutes, en plein sur Main Street. » La main de Maggie quitta le fusil. Elle resta très immobile. « Gerald Foss a essayé de quitter la ville ce matin, » continua le garçon. « Ils l'ont arrêté sur la route du Sud. Il avait des documents sur lui, des documents vierges déjà signés par le juge Reeves. »« Des mandats en blanc, » dit Jessie. « C'est comme ça que le marshal les a appelés. » Le garçon regarda entre les 2 adultes. Il dit qu'il a besoin que Mme Harlow vienne en ville pour faire une déclaration formelle. Il dit... Le garçon plongea la main dans son manteau et en sortit un papier plié. Il dit de lui donner ça. Maggie prit le papier, le déplia, le lut. Son visage passa par plusieurs phases, comme les visages le font quand 4 mois de combat aboutissent à une seule phrase sur un morceau de papier. Elle le tendit à Jessie. C'était une ordonnance fédérale signée par le juge Edmund Cross, gelant toutes les réclamations contre la propriété Harlow en attendant l'enquête et confirmant Maggie Harlow comme seule propriétaire légale de 400 acres dans le comté de Shackleford, Texas, jusqu'à ce que toute réclamation soit prouvée valide dans un tribunal fédéral. Jessie le lut 2 fois, le lui rendit. « Ce n'était pas fini, » dit-il. « L'enquête prendra des mois. Reeves se battra. Hale engagera des avocats. »« Je sais, » dit Maggie. Elle plia le papier, le serra contre sa poitrine, comme elle avait tenu ce dossier de documents devant le bureau du cadastre le premier jour où il l'avait vu. « Mais il ne peut pas prendre ma terre tant qu'elle est sous protection. »
Elle regarda Jessie. Il ne peut pas prendre ce que Daniel a construit. Non, dit Jessie, il ne peut pas. Ruby s'était tenue à 2 pieds de là, lisant tout sur leurs 2 visages avec sa précision particulière. On rentre à la maison? Demanda-t-elle. Maggie regarda sa fille. Le mot maison fit quelque chose à son expression. Quelque chose s'ouvrit en elle qui était fermé depuis longtemps, pas grand, pas dramatique, mais réel. Comme une fenêtre qui s'ouvre dans une pièce fermée depuis des mois, juste assez pour que l'air circule à nouveau. On rentre à la maison, dit Maggie. Ruby se tourna vers Grace sans un mot de plus et fut en selle en 2 secondes, le dos droit et prête, regardant la route de Dusty Creek comme si elle avait attendu exactement ce moment depuis le 14 mars et n'allait pas en perdre une seconde de plus. Jessie regarda Maggie. Elle tenait toujours l'ordonnance fédérale contre sa poitrine. Elle le regarda avec ses yeux verts qui l'avaient mesuré depuis le premier instant et dit « Jessie, oui, merci. » Elle le dit comme elle disait tout, directement, sans fioriture, signifiant chaque syllabe. Jessie mit son chapeau. « Daniel l'aurait fait pour moi, dit-il. »« Je sais, dit Maggie, mais Daniel n'est pas là. » Elle soutint son regard. « Vous aussi. » Elle se tourna, monta sur son cheval et se dirigea vers la route où Ruby attendait déjà, petite, droite et certaine. Et Jessie se tint sur la crête un instant seule et regarda la ville en contrebas et la terre qui s'étendait autour et sentit quelque chose dans sa poitrine qui était vide depuis 3 ans commencer lentement, prudemment et sans aucune garantie à se remplir. Puis il se hissa sur Soldier et les suivit. Dusty Creek avait l'air différent quand ils y retournèrent. Ou peut-être était-ce la même chose et c'était Jessie qui avait assez changé pour le voir différemment. La même poussière, les mêmes devantures de magasins, la même chaleur de juillet pesant d'un ciel qui n'avait de pitié pour personne se tenant dessous. Mais les gens sur les promenades en bois s'arrêtèrent quand Maggie Harlow descendit de Main Street. Pas pour la contourner, pas pour détourner le regard. Ils s'arrêtèrent, ils regardèrent, et plusieurs d'entre eux, le forgeron Henry Park, la femme qui tenait la boutique de Rob, 2 éleveurs que Jessie ne connaissait pas de nom, s'avancèrent vers la rue, pas en arrière. Henry Park enleva son chapeau quand Maggie passa. « Bienvenue chez vous, Madame Harlow, » dit-il. Maggie le regarda. Quelque chose traversa son visage. « Merci, Henry, » dit-elle. Sa voix était stable. Tout en elle était stable. Mais Jessie, chevauchant à ses côtés, vit sa main se crisper une fois sur les rênes avant de se détendre à nouveau. Ruby chevauchait de l'autre côté de Maggie, regardant la ville avec ses yeux bruns évaluateurs, faisant l'inventaire de tout, cataloguant qui était là, comment il se tenait et ce que cela signifiait. Elle capta le geste de Henry Park et lui fit un signe de tête de reconnaissance qui était si précisément celui de sa mère que Jessie dut détourner le regard une seconde. Le marshal fédéral attendait devant la pension de Clara. Il s'appelait Aaron Webb et avait une 40aine d'années, un visage comme du chêne patiné et un insigne qui captait la lumière de l'après-midi sans effort. Il serra la main de Jessie puis se tourna vers Maggie et enleva son chapeau. « Madame Harlow, dit-il, j'avais hâte de vous rencontrer. Le juge Cross m'a dit que vous aviez fait le travail difficile sur ce dossier pendant des mois. » « Le juge Cross est généreux, dit Maggie. La plupart du travail a été fait par mon mari. »« Votre mari a fait cette documentation, dit Webb. Vous l'avez maintenu en vie et en sécurité. Ce n'est pas une petite chose. » Il tint la porte ouverte. « Entrez. J'ai besoin de votre déclaration et ensuite j'ai quelque chose à vous dire sur la direction que prend cette enquête. » Ils s'assirent dans le salon de Clara, tous, Maggie, Jessie, Ruby et Clara, qui apporta du café sans qu'on le lui demande, puis s'assit elle-même parce que personne ne suggéra qu'elle ne le devrait pas. Webb avait des papiers sur la table et les manières organisées d'un homme qui comprenait que les gens en face de lui avaient assez souffert et méritaient la clarté plutôt que la procédure. « Wade Cole a fait une déclaration complète ce matin, » dit Webb. « Ça a pris 2 heures. Il a nommé Tate, Foss et 2 hommes employés par Hale qui étaient présents la nuit de la mort de Daniel Harlow. » Il regarda Maggie directement. « Madame Harlow, votre mari n'est pas tombé. Il était sur sa propriété quand 3 des hommes de Hale l'ont trouvé. La mort n'était pas accidentelle. » Maggie s'assit, les mains jointes sur ses genoux, et reçut cette information avec l'immobilité d'une femme qui le savait depuis 4 mois et ne l'entendait que maintenant dit à voix haute par quelqu'un ayant l'autorité de le rendre réel. « Je sais, dit-elle doucement.
Je suis désolé, dit Webb. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. Moi aussi, dit Maggie. Ruby se pencha et posa sa main sur celle de sa mère. Aucune d'elles ne dit rien. Webb continua. Gerald Foss est en détention. Les mandats en blanc qu'il transportait ont été examinés. Le juge Reeves à Amarillo a été suspendu en attendant un examen fédéral. 3 autres familles du comté de Shackelford qui ont perdu des propriétés sous des privilèges similaires ont été contactées et leurs cas sont en cours de réouverture. Il regarda Jesse. Le registre de Daniel Harlow couvre 8 ans des opérations de Hale. Il est assez complet pour que nous puissions peut-être récupérer 2 de ses propriétés directement. La famille Garrett, dit Jesse se souvenant du nom dans le registre de Daniel, et les Peterson. Les 2, confirma Webb. La propriété de la veuve Winslow a été revendue à un tiers et cela complique les choses, mais nous ferons ce que nous pourrons. Il se tourna de nouveau vers Maggie. Votre propriété est entièrement protégée par l'ordonnance fédérale. Le privilège est suspendu et sera presque certainement annulé une fois l'enquête terminée. Les 400 acres sont à vous, Madame Harlow. Ils ont toujours été à vous. Nous ne faisons que le rendre officiel d'une manière qui ne peut être défaite. Maggie regarda la table un moment, puis elle leva les yeux. Et Burton Hale? L'expression de Webb devint prudente. Il a été interrogé ce matin, et il a engagé 3 avocats d'Amarillo. Il prétend n'avoir aucune connaissance d'aucune activité illégale. Il dit que Foss et Tate ont agi de manière indépendante. Webb soutint son regard. C'est ce que font les hommes comme lui. Ils créent assez de distance entre eux et l'action pour que l'action soit difficile à retracer. Le registre de Daniel la retrace, dit Jesse. En grande partie, dit Webb. Assez pour des accusations de fraude, assez pour complot. Le lien direct avec la mort de Daniel sera plus difficile à prouver car les hommes nommés par Cole ont aussi pris des avocats, mais il s'arrêta, ouvrit un dossier sur la table et fit glisser un document vers Maggie. Cole était là la nuit où Hale a ordonné aux hommes de se rendre à la propriété Harlow. Il a entendu l'ordre donné. Il est prêt à témoigner. Maggie regarda le document. Un homme qui a pris l'argent de Hale pendant 6 mois, dit-elle. Un homme qui choisit maintenant de faire ce qui est juste, dit Webb. Les jurys comprennent la rédemption, Madame Harlow, surtout quand elle est étayée par une documentation aussi complète que celle de votre mari. Maggie prit le document, le lut, le posa. Combien de temps prendra le procès? Pour traduire Hale en justice, des mois, peut-être plus. C'est un tribunal fédéral. Il avance délibérément. Webb se pencha en avant. Je veux être honnête avec vous. Il a de l'argent et des avocats, et il utilisera les 2. Mais les preuves que votre mari a rassemblées sont solides, et j'ai l'intention d'être aussi minutieux qu'il l'a été. Il fit une pause. Je vous le promets. Maggie le regarda fixement. Ma fille et moi avons entendu beaucoup de promesses au cours des 4 derniers mois, dit-elle. Certaines ont été tenues. Elle jeta un bref coup d'œil à Jesse. J'apprends à mieux juger lesquelles le seront. Webb croisa son regard. Je tiens les miennes, dit-il. Maggie resta silencieuse un moment. Puis elle dit, très bien, Marshall, passons à ma déclaration. Cela prit 2 heures. Webb fut minutieux, patient et écouta plus qu'il ne parla, ce qui en dit long à Jesse sur l'homme. Ruby assista à tout, dessinant parfois dans un petit carnet que Clara lui avait trouvé, parfois simplement écoutant avec l'attention totale qu'elle accordait aux choses qui comptaient. Quand ce fut terminé et que Webb eut rassemblé ses papiers et retourné aux affaires de la police fédérale, Clara apporta plus de café et les 4 s'assirent dans le salon, dans le silence particulier qui suit un long effort. Le genre de silence qui n'est pas vide, qui est plein de tout ce qui a été dit, survécu et fait. La famille Garrett, dit Clara après un moment. La femme de Tom Garrett a pleuré pendant 3 jours quand ils ont perdu cet endroit. 3 jours, puis elle s'est arrêtée, est allée travailler à la blanchisserie et n'en a plus jamais parlé. Elle tenait sa tasse. S'il y a une chance qu'il le récupère, il y a une chance, dit Jessie. Clara hocha la tête. C'était suffisant pour elle. Elle se leva et commença à se diriger vers la cuisine car c'était une femme qui traitait des choses difficiles en faisant la prochaine tâche nécessaire. Et la prochaine tâche nécessaire était le dîner. Maggie regarda Jessie de l'autre côté du salon. Ruby s'était déplacée vers la fenêtre et regardait Main Street avec son carnet à la main, dessinant quelque chose. « Que ferez-vous maintenant »
demanda Maggie. C'était une question simple et pas simple du tout, et ils comprirent tous les deux laquelle elle posait réellement. Jessie y pensait depuis la crête, depuis qu'elle avait dit « Vous, si ?» en le regardant dans la lumière de l'après-midi, avec 4 mois de combat en elle et la lettre de Daniel pliée quelque part près de son cœur, et rien de théâtral en elle. Juste direct, clair et réel comme très peu de gens le sont. « Je ne sais pas encore, » dit-il, ce qui était vrai. Et puis, je n'ai nulle part où aller. Ce qui était aussi vrai et signifiait plus que ce que cela disait. Et Maggie entendit les deux. Elle le regarda un long moment avec ses yeux évaluateurs qui commençaient à mesurer différemment qu'il y a 5 jours. « Le ranch a besoin de travaux, » dit-elle. « La clôture sud que Daniel n'a pas terminée. Le toit de la grange. Il y a un problème d'eau avec le pâturage et ce qu'il prévoyait de régler avant. » Elle s'arrêta. « Avant. Je m'y connais un peu en problème d'eau, » dit Jessie. « J'imagine que vous vous y connaissez aussi en clôture. »« Un peu, » dit Jessie. Maggie soutint son regard. « Je ne cherche pas quelqu'un pour diriger les choses, dit-elle. C'est moi qui dirige. »« Je le sais, » dit Jessie. « Et je ne suis pas. » Elle fit une pause, cherchant les bons mots et ne voulant pas utiliser les mauvais. « Je ne suis pas prête pour quoi que ce soit qui aille plus vite que je ne suis prête. »« Je ne suis pas pressée, » dit Jessie. « J'ai été pressée pendant 3 ans et ça ne m'a mené nulle part où il valait de la peine d'être. » Quelque chose changea sur le visage de Maggie. La porte qui s'était ouverte d'un demi-pouce à la fois pendant 5 jours s'ouvrit un peu plus. Pas complètement. Loin de là, mais plus loin. « Il y a une chambre au-dessus de la grange, » dit-elle. Daniel l'utilisait quand il travaillait tard. Elle est propre. Il y a un lit de camp, une fenêtre et rien d'autre. Elle prit sa tasse de café. Elle est disponible si un homme avait besoin d'un endroit où rester un moment pendant qu'il décidait où être. Jessie la regarda. « Un homme pourrait apprécier cela, » dit-il. « Un homme aurait besoin de comprendre que c'est une chambre au-dessus d'une grange et non une invitation à autre chose qu'un abri. » Elle soutint son regard par-dessus le bord de sa tasse. « Et que la femme qui possède la grange prendra ses propres décisions en son temps. »« Oui, madame, » dit Jessie. Maggie posa sa tasse. « Maggie. »« Oui, Maggie. » Elle se leva, lissa sa robe. La version composée, pratique, entièrement elle-même d'une femme qui venait d'avoir une conversation entièrement importante avec le maximum d'honnêteté et le minimum de drame, et était satisfaite des deux. « Je vais ramener Ruby à la maison, » dit-elle. Elle n'a pas dormi dans son propre lit depuis 2 nuits, et elle en a besoin. Elle traversa la pièce jusqu'à la fenêtre et posa sa main sur l'épaule de Ruby. Ruby leva les yeux. « On rentre à la maison, » dit Maggie. Ruby regarda Jessie. « Vous venez? »« Pour un moment, » dit Jessie. Ruby considéra cela avec sa délibération particulière. Puis elle ferma son carnet et hocha la tête une fois, comme si c'était la réponse qu'elle avait anticipée et trouvée acceptable. Ils quittèrent Dusty Creek alors que le soleil commençait sa descente. Les 3 sur la route de la propriété Harlow, avec le soir d'été s'ouvrant autour d'eux. La lumière dorait la poussière. Ruby montait Grace avec l'aisance d'une enfant née à l'aise en selle, et elle commença à parler pendant qu'ils chevauchaient, des œufs de faucon, de s'ils écloraient avant la fin de l'été, d'un livre que Clara lui avait prêté, de si le problème du pâturage était le même genre de problème qu'elle avait lu dans l'un des journaux agricoles de Daniel. Maggie écoutait, répondait et souriait occasionnellement, et Jessie chevauchait de son autre côté, laissant la conversation se mouvoir autour de lui comme l'eau autour d'un rocher, chaude, ordinaire et vivante, comme le sont les choses ordinaires quand on a été assez près de les perdre pour comprendre leur valeur. Quand ils atteignirent la propriété Harlow, la maison se dressait dans la lumière du soir exactement comme Daniel l'avait construite, solide, réelle. 4 Saint-Acres du Texas qu'un homme bon avait payé avec son travail, sa vie et sa documentation minutieuse de la vérité. Maggie arrêta son cheval devant et la regarda un moment sans parler. Jessie s'arrêta à côté d'elle. « Je me suis tenu sur ce porche avec son fusil, » dit Maggie doucement, « quand Tate est venu avec l'ordre d'expulsion. Je me suis tenu là et je lui ai dit que l'ordre était frauduleux et que je ne bougeais pas. » Elle fit une pause. Je ne savais pas si j'avais raison sur le plan légal. J'avais si peur d'avoir tort, d'avoir tenu bon sur quelque chose qui ne pouvait pas se tenir. « Vous aviez raison, » dit Jessie.
Je le sais maintenant. Elle regarda la maison. Mais je me suis tenu là quand même avant de le savoir. Elle se tourna vers Jessie. C'est la seule façon que je connaisse de faire les choses avant de savoir. Parce qu'attendre d'être certaine signifie attendre qu'il soit trop tard. Jessie la regarda. Daniel savait ça de vous, dit-il. Il l'a écrit une fois. Il a dit que vous étiez la personne la plus courageuse qu'il ait jamais connue parce que vous n'attendiez pas que la peur passe. Vous agissiez simplement pendant que vous aviez encore peur. Maggie le regarda. Quelque chose traversa son visage qui était plus que ce qu'il y avait vu auparavant, plus profond et moins gardé, et elle le laissa être là un moment avant qu'il ne se réinstalle dans le calme. Il a écrit ça, dit-elle, dans une lettre qu'il m'a adressée il y a des années. Il a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais comprendre que la chose la plus importante qu'il ait construite dans sa vie n'était pas le ranch, ni l'acte de propriété, ni les preuves documentées. C'était la famille. Jessie soutint son regard. Il a dit que sa femme et sa fille étaient la chose la plus importante qu'il ait jamais bien faite. Maggie regarda la maison un long moment. La lumière du soir était pleine sur son visage et elle la laissa être, ne se détourna pas. Quand elle parla enfin, sa voix était douce mais claire, comme sa voix l'était toujours quand elle pensait quelque chose. Il a été la chose la plus importante que j'ai jamais bien faite, moi aussi, dit-elle. Ruby avait déjà mis pied à terre, attaché Grace au poteau et était sur le porche, attendant, une main sur la porte, regardant les deux adultes sur leurs chevaux avec l'expression spécifique d'une enfant qui comprenait plus qu'elle n'était censée le faire et avait décidé de leur laisser un moment. Maggie mit pied à terre. Jessie fit de même. Ils se dirigèrent ensemble vers le porche. Ruby tint la porte ouverte. « Je vais voir les poules », annonça-t-elle avec l'excuse transparente de quelqu'un créant de l'espace et ne se souciant pas que la transparence soit évidente. Elle contourna le côté de la maison, ses pas s'estompèrent, et Maggie se tint à sa propre porte d'entrée dans le soir et regarda Jessie une dernière fois. « Le souper est à 6 heures, dit-elle, si vous restez. » « Je reste, » dit Jessie. Elle entra. Il resta sur le porche un moment, dans les derniers rayons du soleil, et regarda les 400 acres du Texas qu'un homme mort s'était battu pour protéger et qu'une femme vivante avait refusé d'abandonner. Il pouvait entendre Ruby parler aux poules au coin de la maison, faisant un rapport complet des événements récents à un public qui gloussait en réponse. Il pouvait entendre Maggie bouger dans la cuisine, les sons domestiques spécifiques d'une maison habitée par quelqu'un qui avait l'intention de continuer à y vivre. Il pensa à Daniel Harlow à 28 ans, son chapeau repoussé en arrière et son insigne brillant au soleil, certain que le monde pouvait être rendu juste parce qu'il avait l'intention de le rendre ainsi. Il pensa à une lettre qui n'était jamais arrivée, à une route qui n'avait mené nulle part pendant 3 ans, puis précisément ici, à une promenade en bois à Dusty Creek un mardi matin, à une petite fille pleurant dans la poussière pour laquelle personne d'autre ne s'était arrêté. Il contourna la grange, trouva la chambre au-dessus, exactement comme Maggie l'avait décrite. Un lit de camp, une fenêtre, rien d'autre. Il s'assit sur le lit et regarda par la fenêtre la terre des Harlow devenir dorée dans le soir, et pensa que rien n'était rien seulement si l'on ne pouvait pas le voir correctement. Le souper était un ragoût de bœuf et du pain de maïs, et Ruby parla pendant la majeure partie, comblant chaque silence avec la curiosité implacable d'une enfant qui avait des questions sur tout et avait décidé que Jessie était une source valide. Comment c'était d'être un marshal? Avait-il déjà été blessé par balle? Savait-il utiliser un lasso? Pouvait-il lui apprendre? Comment était Daniel quand il était jeune? Était-il drôle? Était-il sérieux? Avait-il peur de quelque chose? Il avait peur des serpents, dit Jessie. Ruby trouva cela extraordinaire. Papa, peur des serpents? Mortellement, dit Jessie. L'homme le plus courageux que j'ai connu dans un combat est complètement inutile à moins de 10 pieds d'un serpent. Peu importe la taille. Ruby regarda Maggie. Tu savais ça? Je savais, dit Maggie. Il y avait dans sa voix quelque chose fait de deuil et de chaleur à parts égales, et elle n'essaya pas de les séparer. Il aurait été embarrassé de savoir que je l'ai dit à quelqu'un. Il ne me l'a pas dit non plus, dit Jessie. Je l'ai découvert quand nous suivions un suspect dans les hautes herbes près d'Abilene et qu'il s'est arrêté net, refusant d'avancer parce qu'il avait vu une couleuvre passer sous un rocher. Une couleuvre, répéta Ruby, ravie. 8 pouces de long, dit Jessie. Ruby rit,
Un vrai rire, le genre qui venait de quelque part de simple, le genre auquel une enfant de 8 ans avait droit et n'avait pas eu assez dernièrement. Il remplit la cuisine et Maggie regarda sa fille rire, et son visage fit ce qu'il faisait quand Ruby était le sujet. Tout le reste s'effaçait. Après le dîner, Ruby aida à débarrasser la table, puis s'endormit sur sa chaise si soudainement et complètement que Jessie et Maggie restèrent immobiles un moment, la regardant. Elle fait ça, dit Maggie doucement. Depuis la mort de Daniel, elle se tient toute la journée et puis elle s'arrête, tout simplement. Elle se leva et souleva Ruby avec l'aisance pratiquée d'une mère qui avait fait cela 1000 fois, la portant dans le couloir jusqu'à sa chambre. Jessie fit la vaisselle. Quand Maggie revint, elle se tint dans l'embrasure de la cuisine et le regarda debout à son évier, et quelque chose traversa son visage qu'elle n'essaya pas de nommer, et lui non plus. « Elle dort, dit Maggie. Elle l'a bien mérité, dit Jessie. Maggie vint, prit un torchon et sécha ce qu'il lavait, et ils travaillèrent ensemble dans la cuisine silencieuse, dans le silence facile de deux personnes qui n'avaient plus besoin de se donner en spectacle l'une pour l'autre. Quand ils eurent fini, Maggie plia le torchon, regarda par la fenêtre de la cuisine la propriété sombre et dit « Ça va être un long combat, le procès, les avocats de Hale. » « Oui, dit Jessie. « Je n'ai pas peur de ce qui est long, dit-elle. »« Je sais que non, dit Jessie. » Elle se tourna pour le regarder. À la lumière de la lampe, son visage était sans défense, comme il l'était parfois quand elle avait cessé de gérer son expression et la laissait simplement être. « Je veux que vous sachiez quelque chose, dit-elle. Je dois le dire clairement pour qu'il n'y ait pas de confusion. »« D'accord, dit Jessie. Je suis reconnaissante pour ce que vous avez fait pour Daniel et pour nous. » Elle soutint son regard. « Mais ce n'est pas pour ça que j'ai dit qu'il y avait une chambre au-dessus de la grange. Je l'ai dit parce que vous vous êtes arrêté pour Ruby, parce que vous avez fait demi-tour quand tout le monde a continué à marcher. » Elle fit une pause. « Daniel avait raison sur vous, et je prends mes propres décisions en fonction de ce que je vois, pas de ce qu'on me dit. Et ce que j'ai vu cette semaine, elle s'arrêta, trouvant les mots avec soin, c'est un homme qui vaut la peine d'être connu. Quoi que cela devienne ou ne devienne pas, ça commence là, sur son propre terrain. » Jessie regarda cette femme qui s'était tenue sur son porche avec un fusil et avait dit à un shérif que son ordre était frauduleux avant de savoir si elle avait raison, qui avait gardé les preuves de son mari dans une boîte à farine pendant 4 mois, qui n'avait jamais demandé à être secouru, seulement à ce qu'on se batte à ses côtés, qui disait tout clairement et le pensait entièrement. « C'est la plus belle chose que l'on m'ait dite depuis longtemps, dit-il. » Maggie prit la lampe sur la table. « Bonne nuit, Jessie, dit-elle. « Bonne nuit, Maggie. » Elle descendit le couloir. Il sortit par la porte arrière vers la grange, monta les escaliers jusqu'à la chambre au-dessus, s'allongea sur le lit de camp et regarda par la fenêtre les étoiles du Texas s'étendre, larges, indifférentes et permanentes, sur 400 acres de terre qui appartenaient de plein droit à une femme qui l'avait gagnée à la dure. Dans la maison, une lampe s'éteignit. Dans la grange en dessous de lui, les chevaux bougèrent et se calmèrent. Sur la route de la ville, un long combat juridique attendait qui prendrait des mois, coûterait des efforts et nécessiterait des gens prêts à y rester sur le long terme. Et dans un potager à côté d'une maison qu'un homme bon avait construite de ses propres mains, quelque chose que Maggie avait planté en avril poussait à travers le sol du Texas, tendant vers un été qui n'avait pas encore décidé d'être clément. Jessie Calloway était arrivée à Dusty Creek il y a 11 jours avec une sacoche de sel, un sac de couchage et aucune destination qui ait un sens. Il s'était arrêté pour une petite fille qui pleurait dans la poussière parce que personne d'autre ne l'avait fait, et ce seul choix, ce seul retour en arrière, l'avait mené ici. À un lit de camp au-dessus d'une grange sur 400 acres de terre contestée, avec un combat à venir, une femme qui prenait ses propres décisions et une enfant qui trouvait les choses vivantes où qu'elle aille. Il pensa à la photographie de Daniel Harlow, à une lettre qui n'était jamais arrivée, mais qui avait trouvé son chemin vers le bon endroit quand même. Voyageant à travers le deuil, le courage et une enfant en pleurs au milieu d'une rue, arrivant exactement quand il le fallait. Il pensa à 3 ans de route qui ne menaient nulle part et à un mardi matin de juillet qui menait ici. Il ferma les yeux. Certains hommes fuient de la vie qui leur est destinée jusqu'à ce que cette vie mette une petite fille au milieu de la route devant eux
et attendre de voir ce qu'ils feront. Jesse Calloway s'était arrêté. Il avait fait demi-tour. Et c'était ce moment, pas l'insigne de Marshall, pas les preuves, pas l'ordonnance fédérale avec la signature du juge Cross, c'était ce moment où tout avait changé. Car la bonne vie ne s'annonce pas en grande pompe. Elle s'annonce avec un enfant qui pleure seul dans la poussière, et la seule question qui compte vraiment est de savoir si l'on continue sa route ou si l'on s'arrête. Il s'était arrêté et il n'allait plus s'en aller.